Merci pour votre patience et merci d'être venu. Donc, c'est la deuxième conférence de notre cycle de conférences Sciences et Société, dont l'ambition, entre guillemets, est d'essayer d'éclairer des débats de société avec une approche scientifique, en se focalisant sur des faits, on va dire, objectifs. Donc, la conférence du jour portera sur une problématique qui est fascinante et je dirais qui a fait l'objet de toute une série de controverses depuis plus de 2000 ans. Donc, c'est l'importance de l'inné et de l'acquis dans les comportements humains. Alors, juste un tout petit peu de mise en contexte. C'était d'abord une polémique philosophique. Donc, déjà, Platon considérait que les connaissances et les qualités sont innées, préexistant dans l'âme avant la naissance, alors que Socrate, par contre, considérait que l'esprit est une tabula rasa, une table rase, et que donc tout vient de l'expérience. 2000 ans plus tard, en philosophie, on était plus ou moins au même point, avec toute une série d'antagonismes et évidemment de variations. Donc René Descartes, lui, postulait toujours que les idées claires et distinctes, le sens moral, la raison sont innées, alors que par contre, John Locke défendait une approche plus empiriste où l'esprit est une tabula rasa. Alors l'approche scientifique n'a pas résolu dans un premier temps, je dirais, le problème. Au contraire, elle l'a complexifié et enrichi. Donc juste 3-4 exemples. Charles Darwin a observé, a décrit un continuum comportemental entre les espèces. Donc ça a fourni les bases à ce qu'on appelle aujourd'hui une phylogénie des comportements. À la même époque, plus ou moins, Émile Durkheim, donc père de la sociologie, lui documentait le rôle de la société et de l'éducation dans les comportements. Plus tard, au XXe siècle, on a eu plusieurs chercheurs éminents, par exemple Konrad Lorenz, père de l'éthologie, qui, lui, a bien documenté le fait que les comportements humains sont influencés par des bases biologiques et évolutives, alors que d'un autre côté, des chercheurs comme Skinner, père de la psychologie expérimentale des comportements, lui documentaient le fait que des comportements observables peuvent être acquis par conditionnement. Donc aujourd'hui, je ne m'avancerai pas à faire une synthèse, mais je pense qu'il y a un consensus sur le fait qu'à la fois la biologie et la culture influencent les comportements humains. Par contre, il y a toujours des débats assez violents concernant la part prise par la biologie et la culture pour toute une série de comportements. Donc dans cette conférence, nous allons nous axer sur l'importance de la biologie sur les préférences sexuelles. Et pour aborder cette thématique, nous avons invité le professeur Jacques Balthazar, donc, qui a un doctorat en sciences zoologiques, qui est directeur émérite du groupe de recherche en neuroendocrinologie du comportement, du GIGA Neurosciences, faculté de médecine de l'Université de Liège, qui a consacré sa carrière à l'étude du développement du cerveau, de sa différenciation sexuelle, ainsi que du comportement reproducteur. Alors, je n'essaierai pas de résumer sa grande carrière scientifique, juste souligner qu'il a plus de 500 publications scientifiques dans ce domaine. Il a rédigé 4 ouvrages de vulgarisation sur cette problématique. Je ne les ai pas tous lus, mais ceux que j'ai lus étaient très bons, donc je vous les recommande tous, les yeux fermés. Il a amené quelques exemplaires, donc si à la fin de la conférence, vous voulez lui en acheter ou en discuter avec lui, il est ouvert à cela. Alors, juste quelques règles simples pour que la conférence se passe bien. Donc le classique, mettez s'il vous plaît vos GSM en silencieux. Alors, petite règle un peu différente de la fois précédente, pas de questions durant l'exposé. C'est-à-dire quand l'orateur parle, ne demandez pas la parole, juste pour respecter l'orateur et ceux qui l'écoutent. Par contre, on est bien conscient que ça va susciter des questions, donc on a prévu en fait 3 plages pendant la présentation où vous pourrez poser des questions. Donc, dans ces 3 petites plages, on va accepter 2-3 questions. Essayez juste de vous discipliner, privilégier des questions de compréhension liées à ce qui a été présenté. Par contre, comme classiquement, on a 30 minutes de questions-débats à la fin de l'exposé. Et donc là, vous pouvez évidemment lancer toutes les questions qui vous traverseront l'esprit. Alors, étant donné qu'on a dû faire face à toute une série de contestations concernant le fait que cet exposé soutiendra un programme transphobe et eugéniste. Eugéniste, c'est quand même pas mal.
Je pense que c'est quand même utile de faire une petite déclaration, prenez garde. Donc, toute personne qui pense qu'elle serait susceptible de subir des dommages suite à l'exposition à des faits scientifiques est invitée, je dirais, à prendre ses précautions. Je vous remercie et je cède la parole à Jacques Balthazar. Merci Eric et merci au comité organisateur donc, de m'avoir invité ce soir pour venir vous y présenter une série de données concernant donc, la biologie de l'homosexualité, qui est une thématique qui m'a intéressé depuis une vingtaine d'années maintenant, suite à mes travaux sur la différenciation sexuelle chez l'animal. Alors évidemment, si vous êtes biologiste et que vous travaillez sur l'animal, on vous demande toujours, ou on vous demande en tout cas très régulièrement à quoi est-ce que ça peut bien servir. Ben, ça peut servir peut-être à éclairer ce qui se passe dans l'espèce humaine. On verra si c'est le cas ou si ça ne l'est pas. Alors, donc on va discuter de cette question de l'inné, de l'acquis, évidemment. Bon, Eric a résumé 20 siècles de discussion sur le sujet, grosso modo. Je pensais que la querelle concernant les comportements... C'était court. On en était donc à cette querelle donc nature-culture, qui, à mon sens, était plus ou moins résolue pour les comportements animaux, parce que Konrad Lorenz et Skinner s'étaient plus ou moins mis d'accord, en fait, pour dire qu'ils avaient tous les deux raison. Mais dans certains domaines, ça reste encore très très chaud, et notamment quand on parle de comportement cognitif humain, et même plus particulièrement d'homosexualité, donc d'orientation sexuelle. Alors, les gens sont encore accrochés, particulièrement dans les sociétés latines et en France tout particulier, aux paroles de Simone de Beauvoir, qui date tout de même des années 40 maintenant, qui a dit « on ne naît pas femme, on le devient », donc ça veut dire qu'il n'y a rien à la naissance, qu'il n'y a pas de différence homme-femme à la naissance. Il y a pas mal de gens qui sont encore les défenseurs de cette idée-là. Vous avez entendu Judith Butler, je pense, à l'ULB il y a un an à peu près, qui est plus ou moins dans cette ligne-là, et d'autres personnes ont écrit des bouquins sur le sujet, Cordelia Fine, Rebecca Jordan-Young, pour n'en citer que quelques-uns. À côté de ça, il y a des biologistes, très largement des biologistes, qui étudient la biologie, les hormones, la génétique, et qui ont trouvé toute une série d'arguments, toute une série de données, qui ont mis en évidence toute une série de données, qui suggèrent ou démontrent, alors ça dépend un petit peu les conclusions qu'on veut tirer, mais les données sont là. Les conclusions d'un article, c'est quelque chose de différent des données. Les données, en principe, résistent à l'épreuve du temps si
elles ont été bien collectées, si les méthodes sont correctes. Si les méthodes ne sont pas correctes, ben on invalidera les données. Mais ça, c'est le processus de la science. Les conclusions, c'est que ça suggère ou ça démontre donc qu'il y a des influences biologiques. Moi, j'en suis persuadé qu'il y a des influences biologiques. Alors, il y a toute une série de personnes qui ont travaillé là-dessus. Je vous en ai mis 3 qui sont parmi les plus proéminents. Simon Levet, Dean Hammer et Mark Breedlove. De façon intéressante, dans Le Soir, il y avait un article la semaine dernière à propos de 2 bouquins de Nancy Houston qui viennent de paraître, qui ne se vendent d'ailleurs pas en France parce que ce n'est pas dans l'air du temps. Elle le dit elle-même dans son interview, mais 2 bouquins qui plaident à nouveau pour cette idée que les hommes, ce n'est pas comme les femmes et qu'il y a des différences qui sont fondamentales. Bon. Alors on va parler de ça dans le cadre donc de l'orientation sexuelle, et puis on abordera un petit peu le problème de l'identité de genre, mais je ne comptais pas en parler parce que je voulais me focaliser sur une seule chose pour éviter les agglomérats qui ne sont pas corrects. Mais bon, Eric m'a demandé d'en parler, donc je vais en parler brièvement à la fin de l'exposé. De quoi parle-t-on? Donc on parle d'orientation sexuelle, homo-hétérosexualité, qui peut être basée sur des facteurs divers, soit les interviews d'attraction, fantasmes, etc., soit sur les activités elles-mêmes, sur les comportements montrés par les personnes, soit sur leurs déclarations publiques et la reconnaissance personnelle, qui sont homo ou hétéro. Alors, je dis homo-hétéro, et puis évidemment, on m'a déjà reproché, avant que je n'ai ouvert la bouche, d'ignorer la complexité de la personnalité humaine. Il est bien entendu qu'il y a, tout le monde ne se classe pas dans les 2 extrêmes, et dès Kinsey, d'ailleurs, à la fin des années 40, il démontrait qu'il y avait toute une série de catégories, depuis strictement homosexuels, depuis strictement hétérosexuels jusqu'à strictement homosexuels, qui se répartissaient de façon un peu différente chez les hommes et chez les femmes, d'ailleurs. La décroissance est plus rapide chez les hommes ici. Remarquez tout de même qu'il y a une barre qui interrompt l'axe des Y ici. Et donc, la majorité des hommes sont tout de même hétérosexuels, la majorité des femmes également. Mais il y a une proportion non négligeable de personnes qui présentent soit une homosexualité stricte, soit les intermédiaires. Ceci étant, et ça ne rend même pas compte de la complexité de la personne humaine. Ceci dit, si on veut faire de la science, on est obligé de faire des catégories, sinon on fait des anecdotes et c'est plus de la science. Donc on est obligé de faire des catégories. Et pour la science, on essaie d'étudier les choses les plus différentes entre elles, parce que c'est très difficile d'étudier ces questions chez l'homme, donc on étudie les choses les plus différentes entre elles, c'est-à-dire les gens qui sont dans les 2 catégories extrêmes, en imaginant ou en testant d'ailleurs si les catégories intermédiaires s'expliquent par un mélange de phénomènes qui seraient explicatifs des deux extrêmes. Mais on n'en est pas là dans beaucoup de cas. Alors, bon, très clairement aussi, l'orientation sexuelle, ce n'est pas la même chose que l'identité sexuelle ou de genre. Bon, la nomenclature a changé. Ni que le rôle sexuel, d'ailleurs. Ces choses-là sont en général en concordance chez la majorité des individus. Mais il y a des discordances qui apparaissent et ce n'est pas du tout la même chose. Et les facteurs qui contrôlent ces différents aspects ne sont pas les mêmes. Alors, je vais souvent utiliser le terme les homosexuels, les hétérosexuels, les transgenres, etc. Ce n'est pas une question de manque de respect. C'est simplement que, on m'a fait remarquer, évidemment, on me l'a reproché, mais c'est simplement que si je dois à chaque fois dire les personnes qui montrent une orientation de type homosexuel, etc., on est là jusqu'à minuit. Donc, ce sont des raccourcis oratoires. Et alors, bon, je vais essentiellement parler de résultats scientifiques, pas d'opinion ici. Je vous donnerai mon opinion à la fin si vous le désirez, mais ce n'est pas le but de cet exposé. Alors, on va donc commencer par voir les questions qu'on va aborder ce soir. Alors, pour parler de différences sexuelles chez l'homme et de différences d'orientation sexuelle, je suis obligé de vous faire une introduction sur ce qu'on sait chez l'animal, parce que c'est chez l'animal que les données causales les plus précises ont été établies, parce que simplement on peut faire des expériences. Chez l'homme, on ne peut pas faire d'expériences, on peut juste faire des observations. Donc on va brièvement passer en revue les mécanismes qui contrôlent les différences sexuelles chez l'animal. On verra ensuite à quel point ces différences s'appliquent chez l'homme pour toute une série d'aspects cognitifs. Puis on passera à voir si ces mécanismes concernent l'orientation sexuelle. On parlera d'abord des mécanismes hormonaux et des effets des hormones précoces, puis
génétique et homogénétique. Et enfin, on parlera un petit peu de transidentité à la fin de l'exposé. Alors, différences sexuelles chez l'animal, pourquoi et comment? Bon, les différences, elles sont là pour deux types de raisons. Il y a des raisons évolutives et des raisons proches des causes proximales. Les causes évolutives, elles sont très très simples. Quand la vie est apparue sur Terre, la reproduction se faisait de façon asexuée. Donc il y avait des cellules qui se divisaient, qui donnaient des organismes à la génération suivante. Suite à quoi il est apparu avantageux, pour toute une série de raisons, d'obtenir un système de reproduction sexuée, mais sexuée dite isogamique, c'est-à-dire les deux types de cellules reproductrices qui étaient produites. Il n'y avait qu'un seul type de cellules reproductrices essentiellement, et ces cellules reproductrices se mélangeaient pour former les individus de la génération suivante. C'est un système qui existe encore chez certaines algues, certains champignons, etc., mais ce n'est pas très répandu dans le monde ni animal ni végétal, et ce parce qu'il est apparu très vite qu'il y avait un avantage à avoir une spécialisation dans la production des cellules reproductrices, et il y a des individus qui produisent des grosses cellules en petit nombre, c'est ce qu'on appelle des femelles, et des individus qui produisent des petites cellules en grand nombre, ce qu'on appelle des mâles. Alors on se rend bien compte immédiatement que l'investissement dans la reproduction n'est pas le même pour ces deux sexes, parce que ce sont les deux sexes évidemment. Et donc les femelles vont être plus sélectives dans le choix du partenaire sexuel, par exemple, que les mâles. C'est une des conséquences, il y a des tas d'autres conséquences qui se sont développées. Si on parle maintenant des mammifères, il y a en plus un phénomène supplémentaire qui s'est installé, c'est qu'évidemment, il y a une fécondation interne et une croissance interne de l'embryon. Donc, on a, dans l'espèce animale, 9 mois de gestation, puis on a 2 années, 3 années de lactation si on est dans une société dite primitive, une société qui vivait selon les règles de la biologie. Et donc, l'investissement parental des femelles, des femmes, est largement supérieur à celui des hommes. Et donc, ça crée une raison évolutive d'avoir des différences sexuelles. Par ailleurs, ces différences sexuelles sont contrôlées en partie uniquement, mais en partie tout de même, par la génétique. Bon, les hommes et les femmes diffèrent par les chromosomes sexuels, les femelles étant XX, les mâles XY. Sur le chromosome Y, il y a une centaine de gènes qui sont présents donc, et qui s'expriment uniquement chez les mâles, et ce dans toutes les cellules de l'organisme, les cellules du cerveau, mais les cellules du foie, les cellules musculaires. Par ailleurs, les femelles ont un double X par rapport aux mâles. Il y a un mécanisme qui s'est développé pour inactiver un des deux X, parce que sinon il y aurait une double production de protéines qui aboutirait à des tas de différences. Et en fait, ce mécanisme existe, c'est ce qu'on appelle l'inactivation chromosomique, l'inactivation du X, mais le mécanisme est imparfait, il y a environ 350 gènes qui échappent à cette inactivation. Ça veut donc dire que dans toutes les cellules d'un organisme masculin ou féminin, il y a un total de, grosso modo, 450 gènes qui s'expriment de façon différentielle et qui donc vont avoir des conséquences au niveau de la morphologie, de la physiologie et du comportement. Alors, comportement animal maintenant, le modèle le mieux étudié historiquement, c'est le comportement sexuel du rat. Vous mettez en présence un rat mâle et un rat femelle, ils vont faire des choses très très différentes. Bon, j'ai des dias qui résument ici la séquence qui va prendre une vingtaine de minutes à se produire. Bon, il y a d'abord investigation olfactive de la région anogénitale de la femelle pour voir si la femelle est dans un état reproducteur. Bon, il y a des phéromones qui sont produites et qui vont permettre au mâle de savoir quel est l'état de la femelle, si elle est disposée à s'accoupler ou si elle va plutôt essayer de le mordre. Après, il va monter, il va y avoir intromission, il y a des nettoyages de pénis, et la femelle adopte à ce moment-là une position qui favorise l'accouplement, qu'on appelle la lordose, donc elle relève l'arrière-train et elle va favoriser comme ça la pénétration du mâle, et puis alors il y aura accouplement. Alors on a pensé jusqu'au milieu du XXe siècle à peu près, que ces différences de comportement étaient simplement liées au fait que les mâles avaient des testicules, produisaient de la testostérone, et que les femelles avaient des ovaires, produisaient de l'estradiol et de la progestérone, et que c'est ça qui faisait la différence. Alors ces hormones sont bien sûr nécessaires à l'âge adulte, mais elles ne sont pas suffisantes. Et ce qui se passe, c'est que les cerveaux sont différenciés par les hormones pendant la vie périnatale. Et quand je dis la vie périnatale, chez le rat, c'est la dernière semaine avant la naissance et la première semaine après. Dans d'autres espèces à développement plus rapide ou plus lent, ces périodes seront décalées. Mais ce que je vais vous dire ici, qui résume
les expériences qui ont été réalisées sur peut-être une cinquantaine d'espèces de mammifères dans des ordres différents, ça s'applique donc à toutes ces espèces. Alors, si vous avez donc un mâle génétique, donc un mâle qui va être XY, qui se développe en l'absence de toute action hormonale extérieure, ben ce mâle va donner un mâle adulte qui, en présence de testostérone, sera capable de montrer du comportement sexuel de type mâle, donc il va monter les femelles, et qui, en présence d'œstradiol progestérone, à des doses qui induisent le comportement femelle, sera incapable de montrer ces comportements. Inversement, les femelles donc, génétiques non modifiées donnent des femelles adultes qui sont incapables de répondre à la testostérone en montrant du comportement de type mâle. Donc vous pouvez injecter ces femelles avec autant de testostérone que vous voulez, elles ne présenteront jamais ces comportements. Et par contre, elles vont montrer les comportements de type femelle, donc la lordose, en réponse à l'œstradiol progestérone. Incidemment, elles vont aussi montrer un pic d'LH préovulatoire, etc. Si maintenant, expérimentalement, vous injectez ces jeunes femelles juste avant la naissance, avant qu'elles ne naissent, de testostérone ou d'œstradiol, parce que la testostérone agit via l'œstradiol, c'est l'enzyme qui catalyse ça, c'est l'aromatase, et j'ai passé ma vie, enfin 10 années, 15 années de ma vie à étudier cette enzyme, mais ce n'est pas le sujet ici. Si vous injectez donc de la testostérone, cette femelle va être masculinisée, c'est-à-dire qu'elle sera capable, à l'âge adulte, de montrer les comportements de type mâle en réponse à la testostérone, mais elle sera devenue incapable de montrer les comportements de type femelle. Et inversement, si vous bloquez l'action de la testostérone par castration ou par un produit chimique, chez les jeunes mâles, vous obtenez des mâles non masculinisés qui sont devenus incapables de montrer le comportement sexuel de type mâle, mais qui vont montrer le comportement sexuel de type femelle. Donc vous avez une action des hormones qui se produit donc pendant une période limitée de la vie, c'est les 2 semaines qui entourent la naissance, et cette action des hormones va être irréversible, à avoir des effets pour tout le reste de la vie de l'animal. Et ça, c'est vrai. Ça a été découvert chez le cochon d'Inde dans à fin des années 50, début des années 60, mais c'est vrai chez le rat, la souris, le singe, etc. On verra plus tard si c'est valable aussi chez l'homme. Alors, ces actions précoces des hormones ne contrôlent pas seulement le comportement, mais elles contrôlent aussi la structure du cerveau. Alors, le premier cas qui a été démontré, c'est au milieu des années 70, de contrôle des hormones, par les hormones de structure du cerveau. Ça a été réalisé par Roger Gorski à l'Université de Californie à Los Angeles. Les mâles, l'aire préoptique des mâles, donc c'est la région du cerveau qui est ici, juste au-dessus ou un peu avant du chiasme optique, du croisement des 2 nerfs optiques. Les mâles possèdent un groupe de cellules qui est beaucoup plus volumineux chez les mâles que chez les femelles. Ce groupe est 5 fois plus volumineux chez les mâles que chez les femelles, et il a été appelé le noyau sexuellement dimorphique de l'aire préoptique, SDNPOA. Si vous traitez une femelle de façon néonatale, périnatale, avec de la testostérone, elle développe un noyau de type mâle. Si vous castrez les mâles à la naissance, ils développent un noyau de type femelle. Et plus rien n'y fait dans le reste de la vie. C'est-à-dire que vous pouvez retraiter des femelles avec de la testostérone pendant l'âge adulte, ça ne changera pas la structure de ce noyau. Donc ce noyau est déterminé pendant la période périnatale. Et ce n'est pas le seul, il y a toute une série d'autres noyaux, soit plus volumineux chez les mâles, soit plus volumineux chez les femelles, parce que ce n'est pas toujours plus chez les mâles, c'est juste différent. Et ces noyaux sont déterminés pendant la vie périnatale. Et donc on en est arrivé à une conclusion qui est celle-ci, c'est que le sexe des animaux, le sexe phénotypique, le sexe qu'ils vont montrer, en fait, dépend bien entendu de leur sexe génétique, donc XY ou XX. Ce sexe génétique va déterminer la production de testicules ou d'ovaires, parce qu'il y a sur le Y un gène qui s'appelle SRY qui détermine la formation d'un testicule. Ce testicule va sécréter des hormones, de la testostérone pendant la vie périnatale. Il n'y a que le testicule qui est important à ce moment-là. Et ces hormones vont induire le sexe phénotypique, donc c'est-à-dire toutes les caractéristiques morphologiques et comportementales de l'individu. Alors ça, c'était le modèle, c'est ce qu'on savait jusqu'à environ les années 2000. Et puis, en 2000, on a découvert dans les animaleries de l'Institut Rockefeller à New York cet oiseau aussi, qui allait changer complètement la face de la théorie de différenciation sexuelle. Alors cet oiseau donc, est un diamant mandarin, vous en avez tous déjà vu peut-être dans des oiselleries, et cet oiseau présente un dimorphisme sexuel très marqué
en ce sens que les mâles ont une tache rouge sur la face alors que les femelles ne l'ont pas, et les mâles ont la poitrine zébrée alors que chez les femelles, ça n'existe pas. Et cet animal était moitié mâle, moitié femelle. Il était mâle du côté droit et femelle du côté gauche. C'est ce qu'on a appelé un gynandromorphe, donc des racines grecques pour mâle et femelle. Alors, quand on a analysé le cerveau de cet animal, on s'est rendu compte que ce cerveau exprimait de façon tout à fait bilatérale certains gènes. Alors, chez les oiseaux, la différenciation sexuelle, ce n'est pas XXXY, mais c'est ZZZW. Enfin, je vous passe les détails, ce n'est pas important. Mais si on prend un gène qui s'exprime sur le chromosome W, qui est présent sur le chromosome W, il n'est présent que dans la partie gauche du cerveau, c'est-à-dire il ne s'exprime que dans la partie gauche du cerveau, c'est-à-dire la partie qui était femelle ici d'un point de vue extérieur. Et différentes caractéristiques morphologiques du cerveau étaient également différentes à gauche et à droite. Tout ceci veut dire que ça ne pouvait pas être les hormones qui induisaient ces différences gauche-droite, parce que les hormones étaient les mêmes des deux côtés. Évidemment, la circulation sanguine, elle passe partout. Et donc, ça ne pouvait être qu'un effet génétique, direct, indépendamment des hormones. Donc, ce n'est plus maintenant un effet qui passe par le sexe des gonades, les hormones, qui donne le sexe phénotypique, mais c'est un effet direct, génétique, sur le phénotype. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais il y avait un individu. Alors, comment est-ce qu'on étudie cette question? Bon, j'ai eu un autre individu dans mon labo il y a 3-4 ans, donc j'ai pu confirmer ces données-là, mais ce n'est pas vraiment un truc qui permet de faire de la science. Ce qui s'est passé alors, c'est que Art Arnold, donc, qui était le chercheur qui avait étudié ce diamant-mandara gynandromorphe, a développé un modèle de souris qui permet de séparer les effets des hormones des effets des chromosomes. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y avait à Londres un laboratoire qui avait identifié une souche de souris chez qui le SRY, donc ce fameux gène qui est présent sur le chromosome Y et qui détermine la formation d'un testicule, ce gène avait été muté et n'était plus actif. Donc, vous aviez donc des individus qui étaient SRY, ils avaient un chromosome X et un chromosome Y, mais ils produisaient des ovaires. Et par manipulation génétique, ils ont pu prendre ce même gène et l'insérer sur un autosome, donc sur un chromosome non sexuel des individus, ce qui fait que vous avez maintenant des individus XX qui ont un SRY et qui donc produisent des testicules. Et vous avez aussi évidemment les individus XXY qui ont un SRY. Donc ça, c'est des individus normaux, c'est-à-dire non manipulés. Ça, c'est l'individu muté, et ça, c'est l'individu chez qui on a fait une manipulation génétique. Alors, vous pouvez vous rendre compte que si vous comparez tous les individus qui ont des ovaires, les individus qui ont des testicules, ben vous avez l'effet du sexe des gonades, vous avez l'effet des hormones. Mais si vous comparez par contre les colonnes, alors vous pouvez avoir un effet des chromosomes, c'est-à-dire voir si les XX sont différents des XY. Et cette question a été étudiée maintenant par un consortium d'une vingtaine de chercheurs. Et pour résumer la situation, ils ont essentiellement montré que tout ce qui est lié à la reproduction, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins directe, est contrôlé par les effets précoces donc, des hormones. Donc c'est contrôlé par le sexe des gonades, alors que des tas d'autres réponses, comme des réponses immunes, des sensibilités à la douleur, la fermeture du tube neural, etc., sont contrôlées par les effets chromosomiques. Donc les XX étant systématiquement différents des XY, indépendamment des ovaires. Donc ça, c'est ce qu'on sait, grosso modo, des mécanismes de différenciation sexuelle. Il y a encore des effets génétiques, épigénétiques, etc. Mais pour garder l'exposé raisonnablement clair, c'est ce qu'on sait à l'heure actuelle. Et maintenant, on va voir si ça passe chez l'homme. Mais avant ça, on veut s'assurer que tout le monde a bien compris, parce que sinon, on ne peut pas aller plus loin. Oui, monsieur ? Est-ce que vous savez retourner au slide sur lequel vous montrez les différents sexuels, avec les gamètes et il y a longtemps? À tout au début. Là. Ouais, c'est ça. Okay. Donc dans le truc du milieu, est-ce que du coup, entre les, il y a plusieurs sexes? Non, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de sexe du coup. Il y a des individus qui se reproduisent par une reproduction sexuée anisogamique. Il n'y a pas de sexe à ce moment-là. J'ai entendu, par exemple, le blob avait quelque chose comme 700 différents types de sexes. Le quoi? Le blob. Ah, le blob. Ouais. Un truc comme ça.
avait plusieurs, il y avait énormément de types de sexes différents. Oui. Un individu d'un sexe pouvait se produire avec tous les autres types de sexes, mais pas le sien. J'imagine qu'on est dans la troisième catégorie. On serait dans la troisième catégorie. Maintenant, je ne connais pas les données, donc je ne peux pas vous répondre. Je suis désolé. Maintenant, ça va être un cas extrêmement particulier de toute façon, hein, parce que ce que je vous explique ici, le troisième cas, là, ça explique 99% des êtres vivants sur la planète. Le deuxième cas explique 1% peut-être, et le reste, c'est des bactéries ou des trucs comme ça. Mais y a pas. Enfin, je dirais que les bactéries sont plus nombreuses que tous les autres individus sur la planète, donc on pourrait argumenter, mais bon, c'est ça l'idée, quoi. Ça va ? Mais mis à part le cas du bloc, est-ce qu'il y a d'autres cas où il y a plus que deux sexes? Où on fait toujours Alors, ça, c'est une question qui est très très chaude à l'heure actuelle. Il y a des gens qui disent qu'il y a deux sexes, il y a des gens qui disent qu'il y a une multitude de sexes. Bon. Alors, tout ça dépend comment on définit les sexes, évidemment. Si les sexes sont la présence de grosses gamètes et de petites gamètes, il y a deux sexes. Maintenant, il y a des sexes qui utilisent des stratégies reproductives différentes et qui ont même des phénotypes différents. Moi, j'ai beaucoup étudié les oiseaux, donc un truc qui est fascinant, c'est par exemple les chevaliers combattants. Ce sont des petits animaux qui vivent dans la zone des marais, où il y a des femelles, et il y a des mâles. Il y a deux types de mâles. Il y a des mâles qui défendent un territoire, qui sont colorés d'une certaine façon, qui se battent, etc., et qui fécondent des femelles. Et puis il y a des mâles satellites qui ne défendent pas de territoire, qui sont sur le côté, ils sont cryptiques, ils sont comme des femelles, ils ont la même morphologie que des femelles, mais ils sont là en attente d'avoir un mâle qui est occupé à se coupler avec une femelle pour voler une copulation ailleurs. Alors il y a des gens qui disent qu'il y a trois sexes. Moi je pense qu'il y a des femelles et puis deux rôles sexuels chez les mâles avec des phénotypes différents. Et ça peut aller très loin, les phénotypes différents. Hein. Mais si on définit le sexe comme étant des grosses ou des petites gamètes, il y a deux sexes pour moi. Maintenant, il y a des tas de gens qui vous disent dans l'espèce humaine, il y a 18 sexes, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. C'est de la nomenclature, c'est de la sémantique, hein, mais le sexe, pour moi, c'est défini par ça. Alors, les rôles sexuels, les identités sexuelles, là, il y a de la variété, on peut y venir. Mais sexe, pour moi, c'est ça. C'est biologique. Mais du coup, en termes de grosses gamètes, petites gamètes, à part l'exemple des blocs que vous ne connaissez pas, vous connaissez d'autres exemples dans lesquels il y a plusieurs types de gamètes? Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Mais je ne suis pas omniscient. Hein. Mais... Ce que je connais des rotifères, c'est qu'ils sont produits par un système plus ou moins équivalent au clonage. Ils sont clonaux. C'est clonal, oui. Oui, mais il reste des systèmes clonaux, etc. Mais les fraisiers se reproduisent par un système clonal aussi, si on veut, puisqu'ils font des stolons, et puis ça va se diviser, ça fait un autre fraisier. Donc, bon, il y a de la variété. Je suis en train d'essayer de tenir l'exposé dans l'heure et demie, là, parce que si on entre dans toutes les particularités biologiques, botaniques ou animales, on peut trouver à peu près tout. Dans le monde animal, on trouve à peu près tout. Mais bon, ça, c'est les grandes règles tout de même. Bon. Vous avez encore quelque chose à dire, et puis on arrête? J'avais encore une question, mais peut-être. Au tout début, vous avez dit que la question chez l'animal avait été résolue. Oui. Par tous les gens raisonnables. Okay. Vous allez expliquer ça ou... Non, je ne vais pas l'expliquer. En fait, Konrad Lorenz a rencontré Burrus Skinner, a rencontré Danny Lerman aussi. Ils se sont engueulés par voie d'écrits publiés d'ailleurs assez abondamment dans les années 60. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait du vrai dans les deux. C'est-à-dire que Skinner avait raison qu'il y a une partie des comportements qui sont appris, évidemment, mais tout n'est pas appris et il y a une partie qui est innée. Je crois qu'il a reconnu que Lorenz avait une partie de raison. Maintenant, on peut épiloguer là-dessus et comme l'a dit Eric, la question qui reste assez pendante, c'est quel est le pourcentage d'inné, d'acquis dans tout ça. Mais donc chez l'animal, il y a un consensus qu'on a... Oh, je crois qu'il y a un consensus. Et il y a un consensus, enfin, à mon sens, il y a un consensus des gens raisonnables chez l'homme aussi, mais on va y venir. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant? Ouais, alors, mademoiselle, et puis monsieur, et puis on va arrêter, parce que sinon...
Ah ben il suffit simplement d'injecter la mère. C'est très très simple, on injecte la mère ou on peut injecter les embryons. Maintenant, on est capable de sortir les embryons de l'utérus, de leur faire un traitement et de les remettre dans l'utérus et la grossesse se poursuit à fin. Ça, c'est pas vraiment un problème. Maintenant, castrer les animaux in utero, ça c'est plus difficile. Et ça n'a pas été fait, donc c'est castration à la naissance. Ça va? Et derrière, il y a encore une question, criez fort, parce que... Oui, alors, vous faites bien de le faire remarquer, ce que je vous ai dit ici, c'est valable pour les mammifères et pour les oiseaux. Si vous descendez dans l'échelle animale, alors ce n'est pas vraiment une échelle, mais enfin, bon, on va garder une vieille terminologie. Si vous descendez dans les reptiles, les batracés et encore plus les poissons, alors là, vous avez une plasticité du sexe qui est incroyable. Dans les poissons, à peu près la moitié des espèces changent de sexe au cours de leur vie, en fonction de l'âge, en fonction du poids ou en fonction des circonstances sociales. C'est le cas du poisson clown que vous avez mentionné. Donc là, il y a carrément un changement de sexe. Le testicule régresse et il y a une gonade, il y a un ovaire qui se forme, ou inversement, parce qu'il y a des protogynes et des protandres. Donc ils sont d'abord mâles et puis femelles et puis mâles. Donc là, chez les poissons, tout existe. Mais pas chez les mammifères. Autant qu'on sache. Ça va? On va y aller. Bon. Alors, oui, maintenant, on va revenir où on en était. Alors, est-ce que tout ça, tout ce que je viens de vous dire, donc, concerne le cerveau humain et le comportement humain? Est-ce que les différences... Alors, il y a des gens qui vont d'abord me dire qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Mais ça, je crois que je vais réfuter l'argument sans trop vous le démontrer, encore que toutes les dias qui viennent vont vous parler de différences qui existent. Le problème chez l'homme, c'est qu'on ne peut pas manipuler, on ne peut pas faire ce qu'on a fait chez le rat, injecter les jeunes avec de la testostérone, castrer des jeunes, etc. On ne peut pas faire ça. Donc on est obligé soit d'étudier des cas cliniques qui sont modifiés par une maladie en espérant, enfin, en pensant que cette maladie n'a que l'effet qui est décrit et qui nous intéresse. On peut aussi étudier des corrélations des traits différenciés. Si on sait qu'un trait dépend de l'action précoce de la testostérone, on pourrait voir si un autre trait lui est corrélé, et donc ça voudrait dire qu'il est aussi peut-être dépendant de la testostérone. Mais évidemment, tout ça, c'est corrélatif. Donc, on ne sait interpréter ces corrélations que sur base des études animales, qui, elles, sont causales. Et donc, c'est pour ça que les études animales sont absolument critiques, parce qu'elles permettent d'interpréter des corrélations. Sinon, une corrélation, ça ne veut pas dire causalité. Bon, ce n'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. Je crois que vous avez déjà entendu ça des dizaines de fois. Alors, est-ce que les hormones précoces ont un effet dans l'espèce humaine? Je crois que personne ne discute le fait que les hormones précoces déterminent les structures génitales externes. Ça, c'est très simple, ça marche comme ça. Chez le jeune fœtus ou embryon, les structures génitales sont non différenciées. Il y a une crête germinale, il y a un bourgeon génital, il y a des replis génitaux. Et sous l'influence de la testostérone, je vous dirai pourquoi sous l'influence de la testostérone, pendant le deuxième trimestre de la vie, le bourgeon génital va commencer à grandir pour former un pénis. Les deux lèvres vont se souder pour former un scrotum. S'il n'y a pas de testostérone, les structures génitales externes resteront relativement similaires à ce qu'on a avant. Donc le bourgeon génital donnera le clitoris et les replis génitaux donneront les lèvres. Alors comment est-ce qu'on sait que tout ça est dû à la testostérone? On le sait d'abord par les études chez le rat, évidemment, où on peut manipuler tout ça. Mais on le sait aussi parce qu'on a dans l'espèce humaine des maladies qui modifient profondément le système hormonal pendant la croissance, pendant le développement embryonnaire. Alors, une de ces maladies, c'est l'hyperplasie congénitale des glandes surrénales, HCS ici, je vais y revenir plusieurs fois au cours de cet exposé. Dans cette maladie, les surrénales arrêtent de produire du cortisol, qui est l'hormone de stress normale, pour simplifier, et produisent à la place des androgènes. Pas de la testostérone vraiment, mais des produits qui ont exactement la même action.
Et ces filles qui ont été exposées à trop de testostérone pendant la vie prénatale naissent avec des structures génitales qui sont masculinisées, parfois au point d'avoir des structures génitales parfaitement masculines. Alors, on se rend compte, dans les sociétés occidentales, dirons-nous, on s'en rend compte très très vite parce que comme il y a le défaut de cortisol, il y a des problèmes métaboliques qui apparaissent. On fait un test génétique, on peut se rendre compte que c'est une mutation qui a changé la production de cortisol en production d'androgène, pour schématiser. Et alors, ce qu'on fait très souvent, ce qu'on faisait très souvent, maintenant c'est très très contesté, c'est qu'on fait une résection du pénis et on redéfinit des structures aussi proches que possible des structures génitales d'une fille. Et on élève ces petits enfants en filles parce que ce sont des XX qui ont eu trop de testostérone, simplement. Donc on a des individus qui ont été exposés à la testostérone en prénatal, mais qui sont élevés comme filles en postnatal. Et on va voir ce que ça donne dans un certain nombre de réponses. Et inversement, on a des garçons chez qui le récepteur aux androgènes, il faut savoir que la testostérone agit sur un récepteur intracellulaire, et ce récepteur est muté, donc il ne fonctionne pas. Et on a un syndrome qu'on appelle le syndrome d'insensibilité complète aux androgènes, et ces petits garçons naissent avec une morphologie totalement féminine. Donc ils ont des structures génitales comme ça, ils sont totalement féminins, et eux, on ne se rend pas compte à la naissance, quasiment jamais, et ce n'est qu'à la puberté qu'on se rend compte que ces individus sont des garçons, ce sont des XY, mais qui ont été élevés comme filles et qui sont des filles complètes. Sauf qu'il n'y a pas d'utérus. Quand on fait une échographie, on se rend compte qu'il y a 2 testicules abdominaux. Alors en général, ces individus vivent en tant que filles ou que femmes, et ça ne pose pas de problème énorme, sauf qu'évidemment, ils ne sont pas fertiles, puisqu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, puisqu'ils ont des testicules intra-abdominaux. Mais ces cas-là sont moins intéressants pour ce qui concerne le comportement, parce que dans ce cas-ci, il n'y a pas eu d'action d'androgène, et il y a une éducation en tant que fille. Donc les deux vont dans le même sens, et on ne sait pas savoir ce qui est dû à quoi. Enfin, ils servent tout de même à quelque chose, mais bon, c'est des détails. Alors, donc personne ne discute ça. Ça, on n'a pas de problème à faire accepter ça. Maintenant, quand on veut faire accepter des différences dans le cerveau ou dans le comportement, ça devient beaucoup plus difficile. Alors, le cerveau, bon, on a prétendu pendant très longtemps, bon, d'abord à l'époque d'Aristote, que les femmes n'avaient pas de cerveau, donc ça c'était relativement simple, c'était juste de la sauce blanche, mais ça n'est pas le cas. À la Renaissance, on a commencé à faire des dissections, on s'est rendu compte que oui, il y avait un cerveau dans le crâne des femmes, mais que ce cerveau était plus petit. Mais il était plus petit parce qu'il y avait une taille inférieure. Et donc on a dit, il n'y a pas de différence, c'est juste compensé par la taille. Maintenant, si vous regardez cette courbe-ci qui est établie sur des centaines ou des milliers d'individus, ben vous vous rendez compte que, quelle que soit la taille, il y a toujours un delta, il y a toujours une différence de taille de cerveau entre les hommes et les femmes, et une centaine de grammes essentiellement, quelle que soit la taille. Ce qui ne veut pas dire que les hommes sont plus malins que les femmes d'ailleurs. Le coefficient intellectuel n'est expliqué que pour 2-3% par la taille du cerveau, et Einstein avait un cerveau minuscule, donc tout ça n'explique rien. Mais ça veut dire qu'il y a une différence. Si vous regardez plus en détail à la naissance, vous avez déjà cette différence qui est présente. Alors, on n'a pas mesuré les cerveaux dans les volumes intracrâniens, mais ça revient grosso modo au même. Il y a 6% de différence, avec des régions qui sont plus importantes chez les garçons que chez les filles, et d'autres régions qui sont plus importantes chez les filles que chez les garçons. Donc, cortex médio-temporal, les processus sensoriels, cortex préfrontal moteur, filles supérieures garçons, etc. Je vous passe le détail. Et ça, c'est après correction pour le poids, qui ne sont d'ailleurs pas très différents à la naissance. Alors, remarque importante ici, toutes ces différences sont des différences quantitatives et non pas qualitatives. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de cerveau chez les femmes, bon ça on est passé au-delà, et ce n'est pas qu'il y a un dimorphisme du cerveau, il n'y a pas un cerveau masculin et un cerveau féminin, mais il y a des différences entre les deux, et pour mesurer l'amplitude des différences, on utilise quelque chose qui s'appelle la taille d'effet, donc c'est la différence entre les moyennes divisée par la variance, en fait. Et cette taille d'effet, bon, elle est pour le volume total du cerveau de 1,4, donc D, c'est la taille d'effet 1,4, ça veut dire qu'il y a 1,4 fois plus de différence entre les moyennes qu'il n'y a de variance à l'intérieur des groupes.
Alors, si vous voyez, voilà les courbes de distribution ici, donc les femmes en rose, les hommes en bleu, comme d'habitude. Et alors, si vous prenez ceci, 92% des hommes ont un cerveau qui est en moyenne plus grand que la moyenne des femmes, etc. Alors, il y a donc recouvrement, il y a un énorme recouvrement, mais si vous êtes aux extrêmes, vous vous rendez compte que les plus gros cerveaux, ils sont tous masculins. Alors, cette taille d'effet peut être plus petite pour certaines structures. Si on prend par exemple l'hippocampe, qui est une zone impliquée dans la mémoire, la taille d'effet n'est plus que de 0,5. Donc ça veut dire que la différence entre les moyennes, c'est la moitié de la variance intragroupe, mais il reste tout de même une différence. Et aux extrêmes, vous avez des femmes ici et vous avez des hommes là-bas. Alors, est-ce qu'une différence de 0,4, 0,5 est significative ou non? Beaucoup de gens qui vous disent que ça n'a pas d'importance. Bon, c'est la même chose, c'est des petites différences, c'est juste quantitatif, etc. Bon, juste pour vous donner un exemple, si on considère l'agressivité entre les hommes et les femmes, les hommes sont plus agressifs que les femmes. Je crois que toutes les études le montrent de façon très reproductible. Quelle que soit la méthode utilisée, les hommes sont plus agressifs. Et la taille d'effet est de 0,4. Donc c'est une petite taille d'effet à nouveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une différence de 0,4 ? Ça veut dire que, il faut que ça se marche arrière, que dans les plus agressifs, vous allez retrouver essentiellement des hommes. Et si vous prenez les pourcentages de personnes en prison pour des actes agressifs commis contre la société ou contre leurs congénères, vous vous rendez compte que, mis à part Andorre, mais les statistiques sont basées sur des tout petits nombres, 21% de femmes, Hong Kong 20%, et puis vous êtes tout de suite à 13, 10, 12%, et vous avez grosso modo 10% jusqu'ici, et puis à partir du 26e, du 26e pays, vous êtes à 7%, et puis vous tombez à quasiment rien. Donc là, le pourcentage de femmes qui sont en prison pour actes agressifs est très nettement inférieur au pourcentage d'hommes. Alors, on peut se dire évidemment que c'est parce que les femmes sont plus malignes et ne se font pas attraper, mais je ne pense pas que ce soit l'interprétation. Donc, une petite différence peut avoir des conséquences sociétales énormes. Alors, si on continue à analyser le cerveau, on a quelques études où on a fait des études post-mortem, on n'en a pas des tonnes parce qu'avoir des cerveaux humains post-mortem bien conservés, ce n'est pas facile. Mais il y a un certain nombre de structures qui sont très clairement différenciées chez l'homme, comme elles le sont chez le rat et chez d'autres espèces de mammifères d'ailleurs. Donc ici, c'est le noyau de la strie terminale, c'est un noyau appliqué dans le contrôle de la reproduction. Si on le colore par le polypeptide intestinal, vous voyez que ce noyau est beaucoup plus volumineux chez l'homme et beaucoup plus coloré intensément que chez la femme. On a des études de connectivité entre les cerveaux masculins et féminins. Maintenant qu'on a des techniques d'imagerie, on peut plus facilement voir les cerveaux et les analyser. C'est une étude ici qui est basée sur 400-500 individus de chaque sexe. Et on se rend compte que préférentiellement, il y a statistiquement une différence entre la connectivité chez l'homme et chez la femme, les hommes étant plus connectés de façon antéro-postérieure, les femmes plus connectées de façon bilatérale. On a voulu interpréter ça en disant que les femmes étaient plus douées pour faire deux tâches à la fois, etc. Je crois que cette interprétation va beaucoup trop loin par rapport aux données, parce que les différences ne sont pas d'importance aussi importante que le suggère la figure ici, qui reprend uniquement les choses significatives, mais il y a quelque chose qui est présent. Et toutes ces différences dans le cerveau, parce que je vous en cite 3 parce qu'il faut se limiter, mais il y en a des dizaines ou des centaines qui ont été identifiées. Toutes ces différences ont un impact sur toutes les maladies du système nerveux, qui sont toutes sexuellement différenciées, c'est-à-dire qu'elles apparaissent plus fréquemment dans un sexe que dans l'autre. Alors, c'est vrai pour l'anorexie nerveuse, qui est le cas extrême, 93 filles pour 7 garçons. Alors, on peut se dire là que c'est une influence de la société, évidemment, parce que les femmes ont des pressions beaucoup plus grandes à garder un corps mince, etc. Donc, elles vont modifier leur régime alimentaire et ça va leur déranger leur régulation. Mais la puberté précoce, par exemple, c'est 9 garçons pour une fille. Et là, on voit déjà moins bien à quoi la société la culture pourrait influencer. L'Alzheimer, c'est 74-26. Alors là, c'est très compliqué parce que ça dépend comment on mesure l'Alzheimer, etc. Mais il y a une différence très claire. Et inversement, autisme, dyslexie, surtout garçon, Gilles de la Tourette, surtout garçon, ça c'est une maladie génétique directe dont on connaît les causes. Et si on prend toutes les maladies du système nerveux, il y en a toute une série. Et en fait, il y a toujours une disproportion entre les garçons et les filles à ce niveau-là. Alors, venons-en au comportement. Si vous donnez
une boîte de crayons de couleur à des petits-enfants de 5, 6, 7 ans et vous leur proposez de faire un dessin librement, ben voilà un dessin typique de garçon, un dessin typique de fille. Et vous vous rendez compte que si vous faites ça quantitativement, ben vous avez dans les dessins faits par les garçons 92% d'objets mobiles, alors qu'il n'y en aura que 4 dans les dessins de filles. Et inversement, des fleurs, ben il y en aura 96% dans les dessins de filles et 26% dans les dessins de garçons. Alors, bon, c'est peut-être l'éducation, c'est peut-être les hormones, allez savoir. Alors, on va en revenir à nos maladies, évidemment, qui modifient le milieu hormonal embryonnaire pour voir si ça pourrait nous aider. Et on va se focaliser. Donc, tout ceci a été montré, toutes ces maladies ont été montrées et influencées des aspects du développement du cerveau et du comportement. Mais on peut reprendre simplement l'hyperplasie congénitale des surrénales, dont je vous ai déjà parlé. Et voilà des dessins d'hyperplasie, des dessins donc de garçons et de filles à nouveau, et des dessins de filles qui ont été atteintes de cette hyperplasie congénitale, donc qui ont été exposées à trop de testostérone in utero, et qui ont été élevées comme filles dès la naissance. Alors, on ne peut pas dire qu'elles ont été... On n'est pas sûr qu'elles ont été élevées exclusivement comme filles, évidemment, parce que, bon, on savait qu'il y avait eu ce problème prénatal, mais tout de même, c'est assez interpellant. Les jeux d'enfants, bon, les garçons et les filles jouent à des choses assez différentes. Pas besoin de vous faire des explications complémentaires. Alors, tout le monde est persuadé que tout ceci ne reflète que de l'éducation. Bon, les parents offrent des fusils et des ballons aux garçons et des poupées aux filles. Bon. Maintenant, on a fait l'expérience sur deux espèces de singes différentes en leur proposant des jouets qu'ils n'avaient jamais vus avant l'expérience. Et on s'est rendu compte que les mâles, préférentiellement, utilisaient les objets mobiles, comme la voiture de police ici, alors que les femelles, préférentiellement, utilisaient les poupées, les peluches, pour faire une espèce d'épouillage ici. Ça a été fait chez deux espèces de singes dans deux laboratoires différents. Alors, chez l'homme, de nouveau, on peut revenir à cette maladie de l'hyperplasie des surrénales. Si vous regardez les jouets de type garçon, à quelle fréquence ils sont utilisés, ben, vous voyez que les garçons utilisent ces jouets beaucoup plus que les filles contrôlent. Mais les filles qui ont été exposées à trop de testostérone in utero, ben, il y a une augmentation de l'utilisation des jeux de garçons, pardon. Et inversement, les jeux de filles, poupées, etc., beaucoup plus utilisés par les filles contrôle que par les garçons contrôle. Mais si vous avez des filles HCS, elles délaissent très largement ce type de jouet. Une relation plus directe avec la testostérone prénatale, on ne peut pas évidemment faire de prise de sang à des fœtus humains, parce qu'il y a un risque d'avortement spontané qui est un peu trop grand. Enfin, il est faible, mais il est trop élevé pour qu'une commission d'éthique l'autorise. Mais on a des prises de sang qui sont faites pour d'autres raisons, notamment des raisons génétiques, pour essayer de détecter des maladies génétiques. Et il y a un chercheur à l'université de Cambridge, Simon Baron-Cohen, qui est allé rechercher dans les freezers de différentes universités les prises de sang, et puis il a retrouvé les enfants à l'âge de 6, 7, 8 ans, et il a corrélé différents traits de comportement à ces taux de testostérone prénatal. Alors, il y a un trait de comportement qui caractérise par l'empathie, c'est-à-dire la capacité à lire les émotions dans le visage d'une personne avec qui vous parlez, et à lire les réactions d'une personne avec qui vous parlez, et à s'en soucier. Eh bien, on a pu montrer que ce coefficient d'empathie, donc plus haut, c'est plus empathique, il est sexuellement différencié, d'une part, parce que les filles qui sont en rouge ici ont toujours une empathie plus élevée que les garçons, à 7-8 ans. Et en plus, et ça correspond à une différence de testostérone embryonnaire. Donc les filles ont moins de testostérone embryonnaire que les garçons. Ça, ce n'est pas une grande nouvelle. Enfin, si, c'est une nouvelle tout de même, parce que ça montre que ce qui a été montré chez le rat est vrai chez l'homme. Et il y a même une corrélation significative entre les taux de testostérone et le niveau d'empathie. On peut prendre l'aptitude inverse, qui est l'aptitude à la systématisation, qui est une aptitude qui est plus développée en moyenne chez les garçons, avec énormément de recouvrement de nouveau. On parle de différences quantitatives, pas qualitatives. Ben le test ici, ça consiste à déterminer combien il y a de triangles dans la figure qui est là. Et on se rend compte que là, les filles sont moins bonnes que les garçons, et que c'est corrélé à la testostérone prénatale, qui est également donc,
plus basse chez les filles que chez les garçons. Voilà, donc on a une série de caractéristiques. Alors je vous donne quelques exemples de nouveau, mais on a une série de caractéristiques qui montrent qu'il y a des différences entre garçons et filles, entre hommes et femmes, et que ces différences sont corrélées à la testostérone prénatale et influencées par la testostérone prénatale. Maintenant, toutes les études sont corrélatives, évidemment, et n'acquièrent leur valeur causale qu'au regard des études animales. Et on avait une autre période de questions ici, mademoiselle, et puis derrière, oui. Non, non, allez-y. Donc au tout début, vous montriez que les garçons qui ont la maladie dont vous parlez Oui. ont été opérés. Non, non, les filles qui ont l'hyperplasie des surrénales sont opérées à la naissance, oui. Et après, vous nous montrez qu'en réalité, elles présentent tout à fait un caractère de garçon. Pas tout à fait un caractère de garçon, elles sont des traits masculinisés. Alors, je vous montre évidemment ce qui est démonstratif, mais ce sont des filles tout de même. Mais je vous montrerai plus tard que ce sont des filles qui sont plus lesbiennes que la moyenne, mais tout n'est pas modifié, mais il reste une influence, enfin, on pense qu'il reste une influence de cette testostérone prénatale auquel elles ont été exposées et qui a été supprimée à la naissance parce qu'on a fait un traitement hormonal pour supprimer cette testostérone, on a fait une correction chirurgicale. Ces filles ont des caractéristiques masculinisées. Elles préfèrent les jeux violents, elles font des dessins de style garçon. Si vous reprenez le type d'emploi qu'elles ont, c'est des emplois plus typiquement masculins. Alors, pourquoi on fait les opérations ? Alors ça, c'est très discuté maintenant. Il y a des tas de sociétés militantes qui disent qu'on ne peut plus opérer ces filles. On faisait l'opération parce que c'est des filles qui allaient se retrouver avec des seins, des ovaires à la puberté et avec un pénis. Alors c'est tout de même une situation qui est difficile. Maintenant, il y a des tas de gens qui disent qu'on doit attendre la puberté et laisser aux enfants choisir eux-mêmes. Ce qui est une autre solution. Alors maintenant, il y a aussi une solution qui est préconisée, qui est de bloquer la puberté jusqu'à l'âge de 15-16 ans, de manière à ce qu'on puisse voir ce que le jeune veut vraiment. Mais ça a d'autres problèmes, ça qui sont... c'est très compliqué. Hein. Ce qu'il faut faire... Disons que pendant 30 ou 40 ans, on a opéré toutes ces filles dans les pays occidentaux, hein, dans les pays du tiers-monde, des pays moins développés. Ça ne s'est pas produit comme ça. Et maintenant, on en revient. Donc, la situation est peu claire pour l'instant. Elles sont partiellement masculinisées, elles sont un peu au masque, quoi, pour utiliser un terme commun et un peu vulgaire. Il y avait une question derrière encore, oui. Je me demandais particulièrement sur l'autisme, qui est un sujet sur lequel je travaille, et la différence de diagnostic sur le genre, où justement, c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes, où quand on fait les diagnostics d'autisme en pédopsychiatrie, quand un petit garçon, au lieu de jouer avec ses copains, de faire la bagarre, reste un peu dans son coin avec ses jouets, tout le monde se dit « Ah, il y a un problème, il faut l'emmener consulter ». Quand une petite fille reste dans son coin et a une attitude similaire, on dit « C'est normal, les filles sont timides ». Et ça conduit à un sous-diagnostic assez grave. Oui, oui. Donc, le problème du diagnostic est absolument critique. Les chiffres que je vous ai montrés, en fait, ont déjà un certain âge. Et si vous reprenez des chiffres plus récents, on n'en est plus qu'à 3,1, quelque chose comme ça. Maintenant, le diagnostic a changé. On s'est rendu compte que les manifestations de l'autisme chez les filles étaient assez différentes des manifestations de l'autisme chez les garçons. Et on a aussi élargi ce qu'on appelle les syndromes d'autisme. Et maintenant, on a vu apparaître une augmentation assez importante du nombre de cas diagnostiqués, mais c'est lié à un changement de diagnostic. Trump, d'ailleurs, prétend qu'il y a 10 ou 15% d'autistes dans la population américaine et que c'est lié au vaccin. Mais c'est encore un autre problème. Mais le diagnostic a changé et on est tout à fait conscient que l'autisme chez les filles, ce n'est pas l'autisme chez les garçons. Et on essaie de différencier. Mais il n'en reste pas moins qu'il reste une prévalence de l'autisme chez les garçons, même avec les diagnostics raffinés. Et Simon Baron-Cohen a établi une corrélation entre ça et des taux de testostérone élevés pendant la vie prénatale. Et il prétend donc que les autistes masculins sont des hypermâles. Mais ça, il y a peu de gens, tout le monde ne le suit pas, disons. Que... Ça, c'est dans les années 2000 qu'il avait trouvé une corrélation. Ouais. À l'époque où, par exemple, on disait qu'on ne peut pas avoir autisme et TDAH en même temps, jusqu'en 2013, c'était exclusif dans Ouais. le cancer. Maintenant,
Ben, la psychiatrie évolue, hein, bon, heureusement. Oui, oui, mais oui, non, je suis tout à fait d'accord, hein, mais bon, tout ce que je vais vous dire ici, hein, tout ce que je vais vous dire, sans exception, on peut le critiquer sur des bases méthodologiques, on peut le critiquer sur des bases historiques. Il y a des problèmes avec tout. La question qui, moi, me fascine, c'est qu'il y a des faisceaux d'arguments qui vont dans un sens. Alors, même si certains arguments sont plus ou moins bien établis, certains ont été reproduits, d'autres n'ont pas été reproduits. Moi, je pense qu'il y a des choses qui se passent. Maintenant, c'est vrai que bon, on pourrait faire cette conférence sur chacune des dias que je vous montre est le sujet d'une conférence, dans une conférence spécialisée où on discute des limitations de ce qu'on a, quoi. Mais voilà. Oui, oui, oui. Allez-y, oui. C'est rapide, juste par rapport aux limitations, justement, dans tous les résultats que vous avez montrés, on a différentes études. À quel point est-ce que la question de l'éducation et de l'environnement est discutée dans les papiers mêmes? Mais on en parle assez souvent, mais le problème est focalisé ici sur l'aspect biologique, évidemment. Donc maintenant, toutes les études sont faites en essayant d'égaliser, en faisant des sélections de sujets plus ou moins bien faites sur toute une série de critères. Bon, on peut prendre 15-20 critères socioculturels, etc., pour essayer d'égaliser les populations. Ça n'est jamais que du corrélatif ex post facto. Donc on a toujours la potentialité d'avoir un biais introduit par la sélection des sujets. C'est inévitable dans l'espèce humaine. Oui, mais à quel point la communauté scientifique discute ce genre de limitation dans les papiers? Oui, oui, mais ça dépend du papier. Ça dépend du papier, mais c'est souvent abordé. Bon, c'est souvent abordé parce qu'on a en matériel et méthode une liste de critères socioculturels qui ont été choisis de manière à égaliser les populations, et on discute à la fin de savoir s'il y a une influence de ces facteurs-là sur les variables établies, évidemment. Mais c'est de la corrélation ex post facto, hein, donc ça a ses limites. Ça a ses limites. D'accord? Il y avait encore monsieur, rapidement, s'il y a moyen. Ça donne quoi les dessins des XY qui ont une maladie Oui. Quelle est la question? Quand vous avez montré des dessins, Oui. vous avez montré des dessins de filles qui avaient une maladie, je sais plus quoi, et qui ressemblaient vachement avec des petites voitures et des trucs comme ça. Oui. Et la catégorie que vous n'avez pas montré, qui est les garçons qui ont été élevés comme des filles, je ne sais plus, enfin l'autre catégorie, celle qui monte, à quoi ressemble leur dessins? Alors, les garçons qui sont élevés comme des filles, c'est les syndromes d'insensibilité aux androgènes. Mais en fait, c'est des dessins de filles parce qu'ils n'ont pas eu de testostérone et ils ont été élevés comme filles. Donc, et l'éducation et l'absence de testostérone vont dans le sens filles. Donc, ils ne sont pas intéressés à étudier, je ne crois même pas qu'on les a étudiés. Mais ces individus, à l'âge adulte, il y en a qui sont vachement sexy, hein, parce que c'est des filles, c'est des vraies filles, quoi. Et d'ailleurs, on les élève comme filles, on ne leur demande jamais de changer, parce que ça n'aurait pas de sens. Elles vivent heureuses comme ça. La chose qu'on doit faire, c'est enlever les testicules chirurgicalement, parce que sinon, ils vont se cancériser en étant restés en position abdominale. Oui, encore. C'est juste une question technique. Vous avez dit que chez les souris, la période périnatale, c'est une semaine avant et une semaine après. Oui. Est-ce qu'on a une idée chez l'être humain? Alors, chez l'être humain, très difficile évidemment, on pense que c'est deuxième trimestre essentiellement de la vie embryonnaire. C'est les moments où s'établit le cerveau, en fait, où se développe le cerveau, quoi. Mais ça s'étend. Alors ça s'étend de la deuxième trimestre embryonnaire jusqu'à une période. Il y a une période qui est juste après la naissance, aussi les premiers mois après la naissance. C'est ce qu'on appelle la mini-puberté, où il y a un pic de testostérone énorme chez les petits garçons. Et on pense que ça joue un rôle également. Mais bon, voilà. Bon, on va avancer, si vous voulez bien, et puis on y reviendra, hein, dans la discussion finale. Alors, bon, le milieu hormonal précoce affecte-t-il l'orientation sexuelle? On en a évidemment à étudier la même chose, on a les mêmes possibilités. Bon, on peut faire des études chez l'animal, parce qu'on peut demander à l'animal ce qu'il préfère comme partenaire pour s'accoupler.
Et puis on a les modifications des maladies endocrines et puis les corrélations avec d'autres traits comportementaux. Donc, une étude chez l'animal, il y en a toute une série. Bon, c'est une étude de Julie Baker qui était à l'université de Rotterdam à l'époque. On a demandé donc à des rats, on a eu des rats qui étaient placés dans une arène à trois compartiments, avec de chaque côté un animal, ici un mâle, là une femelle, qui était harnaché, donc ils ne savaient pas se déplacer dans l'arène centrale. Et on a regardé où le rat test passait du temps et avec qui il s'accouplait ou par qui il se laissait monter. Et on a pu montrer que, de façon non surprenante, les mâles contrôle passent l'essentiel de leur temps avec la femelle en œstrus. Les femelles contrôle passent l'essentiel de leur temps avec les mâles et se laissent monter par ces mâles. Mais alors on avait ici un groupe d'animaux qui avait été injectés avec un produit chimique qui est l'ATD, qui bloque la conversion de testostérone en œstradiol. Et je vous ai dit que la différenciation se faisait en partie via l'œstradiol formé à partir de testostérone. Et ces animaux présentaient un intérêt inversé, c'est-à-dire qu'ils étaient plus intéressés par les mâles actifs que par les femelles en œstrus. Alors ça a été répliqué un certain nombre de fois. Il y avait des modifications dans le cerveau qui étaient associées, etc. Donc, chez l'animal, il y a relativement peu de doute que le milieu embryonnaire périnatal joue un rôle clé dans l'attraction sexuelle. Pour ce que vaut l'attraction sexuelle comme modèle de l'homosexualité, évidemment, parce que l'extrapolation n'est pas toujours évidente. Alors, chez l'homme, donc, on a toutes ces maladies qui modifie l'orientation sexuelle, le pourcentage d'orientation sexuelle. Alors, ce n'est jamais une inversion totale. Donc, ça veut dire que les hormones ont probablement un effet, mais cet effet n'est pas complet. Il y a d'autres choses à côté. Et il y a toutes ces maladies. Et puis, on va reparler de deux uniquement, les hyperplasies de nouveau et les extrophies coaxiales. Donc, je reviens aux hyperplasies brièvement. Ça, c'est des études qui sont relativement anciennes, qui ont été revérifiées un certain nombre de fois. Si vous prenez le nombre de sujets qui sont à orientation sexuelle non strictement hétérosexuelle ou partiellement homo, vous voyez que les homosexuels dans les statistiques de Kinsey en 1951 ou 52, je ne sais plus, c'est environ 10% des femmes. Et dans les filles, CHCG, c'est l'anglais pour ça, il y en a 35-40% qui sont bi ou homosexuels, 20% qui refusent de répondre, ce qui veut dire qu'elles n'ont probablement pas résolu le problème, et 35% qui sont hétéros, ce qui veut donc dire que les hormones auraient moitié-moitié d'influence ou quelque chose comme ça. Il faut bien se rendre compte qu'ici maintenant, ces individus restent des XX, donc si les gènes ont un rôle, ils contrecarrent l'effet des hormones. Et en fait, chose intéressante, on s'est rendu compte que le pourcentage de sujets qui n'étaient pas strictement homosexuels, donc qui sont en Kinsey plus grand que 1, augmente avec la gravité de la maladie, disons. C'est différentes formes de l'hyperplasie des surrénales qui sont liées à des mutations différentes de gènes différents, d'enzymes différents. Et on se rend compte que plus les filles sont masculinisées, plus elles ont tendance à ne pas être hétérosexuelles, pardon, plus elles ont tendance à être partiellement homosexuelles. Alors, dans ce cas-ci, évidemment, les hormones, la testostérone agit contre l'effet du XX, évidemment, donc il y a une balance entre les deux, ce qui fait, c'est peut-être pour ça que ce n'est pas un effet complet, mais on n'en sait rien. Par contre, il y a un cas, mais alors qui est un cas extrêmement rare, qui affecte les garçons, là, et où là, les hormones et l'éducation jouent dans des sens divergents avec les gènes, donc je vais vous expliquer ça en 2 minutes. En fait, on a toute une série de cas de garçons donc, qui sont atteints, enfin une série, il n'y en a pas beaucoup heureusement, d'extrophie vésicale ou extrophie cloacale. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une malformation de tout le bas-ventre, de tout le bassin, qui fait qu'il n'y a pas d'organes génitaux formés, etc. Tous les canaux s'ouvrent plus ou moins de façon anarchique. Le testicule étant cependant normal. Alors, ce qu'on fait, c'est que ce qu'on faisait, enfin, on fait une correction chirurgicale. Ça, on est obligé de le faire, sinon ces bébés vont mourir très très rapidement. Mais ce qu'on faisait et qu'on rediscute de nouveau maintenant, c'est de réassigner ces petits garçons au sexe féminin. Pourquoi? Parce que,
à partir des années 50, on savait chirurgicalement recréer un sexe féminin plus ou moins correct chez ces garçons, alors que recréer un pénis, ben, ce n'était pas vraiment faisable. Donc tous ces individus sont des XY qui ont été exposés à des taux de testostérone, on pense, normaux pendant la vie embryonnaire, et qui ont été réassignés comme filles à la naissance, ou en tout cas très très tôt après la naissance. Donc ça c'est à la naissance, ou ici c'est 17 mois ou 7 mois. Et on se rend compte à l'âge adulte que tous ces individus, donc quand on les retrouve à l'âge adulte, tous les individus ont repris une identité de genre de type masculin, sauf un, et tous les individus ont une attraction sexuelle pour les femmes, sauf un où c'est prédominant. Donc c'est le sexe génétique et la testostérone qui apparemment détermine ceci, bien que ces individus aient été élevés comme filles jusqu'à la puberté. Donc ça, ici, les hormones et les gènes vont à l'encontre de l'éducation, et on se rend compte que, ben voilà, on a cette situation-là. Maintenant, on n'a pas des cas par centaines, évidemment, mais on en a quelques-uns en plus qui ont confirmé l'idée. Alors, différences sexuelles différences sexuelles affectées par l'homosexualité. Donc, je vous ai déjà expliqué, si on a une différence dont on sait qu'elle dépend de la testostérone précoce, si autre chose y est corrélée, ben on peut se dire que la testostérone précoce était plus élevée ou plus basse. Alors, on a étudié, donc, on a trouvé entre population homosexuelle, population hétérosexuelle, des différences dans toutes ces caractéristiques-ci, donc certaines morphologiques, d'autres physiologiques, d'autres dans les structures cérébrales, d'autres au niveau de la cognition. Les différences dans la cognition sont en général les plus faibles. On va juste parler de ce qui est en rouge ici, parce qu'on n'a pas le temps de tout voir en détail. Bon, si vous intéresse, le détail est dans mon bouquin. Le premier truc qui a été utilisé et qui est toujours extrêmement débattu, c'est cette histoire du rapport de la longueur des doigts 2 et 4 de la main droite. Alors en fait, il faut savoir que la croissance des os longs dépend de la testostérone prénatale ou périnatale. Et les garçons ont toujours un doigt 4 qui est à peu près de la même taille que le doigt 2, alors que les filles... Non, un doigt 2 qui est plus court que les... Pardon, excusez-moi. Un doigt 2 qui est plus court que le doigt 4, alors que les femmes ont en moyenne les deux doigts de la même longueur, et les femmes homosexuelles qui ont été testées avaient un doigt 2 court, ce qui suggérait une exposition plus intense à la testostérone. Alors... Oui. Mais, ils peuvent tous regarder leurs mains, et puis je leur dirai où ça en est. Donc... En fait, bon, il faut se rendre compte que la différence d'abord est très très faible. Si vous voyez les ratios ici, on passe chez les femmes d'un ratio de 0,9 à 0,55 chez les garçons, et chez les femmes homosexuelles, ben, on descend du côté garçon. La différence est faible et ne s'observe donc qu'à partir d'un échantillon d'au moins 100 individus. Il faut au moins une centaine d'individus pour observer la différence. Mais c'est une différence très facile à faire parce qu'on peut très facilement demander à des gens de mettre leurs mains sur une photocopieuse et puis de faire les mesures. Donc ça a été fait sur des milliers d'individus. Cette différence a été reproduite un certain nombre de fois, mais elle reste toujours discutée. J'ai pour le moment en révision un article qui discute les résultats du dernier papier qu'on a publié sur le sujet. Donc ça reste très discutable, et ça n'explique qu'une petite partie de la variance, mais c'est quelque chose qui est dans la littérature partout, donc je me devais de vous l'expliquer. Beaucoup plus solide est ceci. C'est des études de Denis Fadem à l'Université de Texas, qui a montré que, en fait, l'oreille interne émet des clics que vous n'entendez pas, mais le déplacement des membranes basilaires et de l'autre membrane dans l'oreille interne émet des clics, et ces clics sont plus fréquents chez les hommes que chez les femmes. Et on se rend compte, donc voilà ici les résultats, et ici ça marche à partir de 7-8 cas. Voilà les valeurs pour les femmes, et voilà les valeurs pour les hommes. Et on se rend compte que les lesbiennes ont des clics qui sont masculinisés, ce qui suggère qu'elles ont été exposées à trop de testostérone prénatalement. On peut expérimentalement exposer des moutons à de la testostérone et on a cet effet. On l'a fait chez des rats et on a cet effet aussi. Donc ça se produit chez l'animal et on l'a aussi chez l'homme où on n'a pas les taux de testostérone, évidemment. De façon surprenante, les garçons homosexuels, gays, ne sont pas féminisés. Ça, on n'a pas l'explication.
Ça, c'était 2 explications chez les filles, 2 explications chez les filles. Exemple chez les garçons, ben, il y a dans le noyau, dans l'aire préoptique du cerveau, un noyau, donc c'est une petite condensation de cellules sexuellement différenciée, donc qui est plus volumineux chez le garçon que chez les filles. C'est ce que je vous ai montré chez le rat, c'est plus ou moins l'homologue, mais on discute de savoir si c'est vraiment homologue ou pas, mais c'est des structures dans la même région du cerveau. Ces structures sont plus grandes chez les garçons que chez les filles, de 2,5 fois chez les hommes. Dans les années 90 et de type féminin. Bon, alors, limitation de l'étude. D'abord, la dispersion extrêmement grande des données. Évidemment, on peut tirer des conclusions sur la moyenne, mais sur les données, il y a de la dispersion. Vous pouvez avoir un homme et vous pouvez avoir un homosexuel qui a un noyau plus grand qu'un hétéro. Donc ça explique, au niveau population, ça n'a pas de valeur individuelle, de nouveau. On a par ailleurs aussi reproché aux chercheurs que tous les cerveaux d'homosexuels qui avaient été étudiés étaient tous morts du sida. Non, ça s'est produit pendant l'épidémie de sida en Californie. Mais il avait aussi dans les individus contrôle un certain nombre d'individus qui n'étaient pas homosexuels et qui étaient dans la distribution générale. Donc, pour ce que ça vaut, l'étude n'a pas été reproduite. Elle a été reproduite une fois en donnant des résultats plus ou moins semblables, mais pas absolument identiques. Donc, on a ça. Alors, on a donc toute une série de caractéristiques qui sont corrélées à l'orientation sexuelle. Est-ce que ça reflète une action prénatale des hormones? À savoir. Bon. Dernière partie sur l'homosexualité, génétique et épigénétique. Bon, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques à l'homosexualité? Ben, oui, la réponse est oui, sans l'ombre d'un doute. Bon, si vous avez dans une famille un individu homosexuel, vous avez une probabilité plus grande que dans la population générale d'en avoir un autre. Ça, c'est largement établi sur des milliers de cas. Maintenant, on peut se dire évidemment que c'est une question d'éducation, puisque dans la même famille, les gosses sont élevés de la même façon. Alors, il y a un contrôle potentiel qui n'est pas parfait, mais qui est tout de même un contrôle relativement intéressant, qui consiste à comparer les vrais et les faux jumeaux. Les vrais jumeaux, ils ont exactement le même matériel génétique, alors que les faux jumeaux ne sont pas plus semblables que 2 garçons nés à des moments différents. Alors, la première étude qui avait fait ça avait montré qu'il y avait une concordance d'homosexualité, d'orientation sexuelle de quasiment 100%, 95% chez les vrais jumeaux, donc univitellins, alors qu'il n'y avait que 10% chez les faux jumeaux. Cette étude n'a jamais été reproduite en tant que telle, mais toutes les études suivantes ont montré une différence qui est dans le même sens. Et quand on fait la moyenne, ben on a 63%, si je me souviens bien, contre 18%. Donc ça suggère une influence génétique. Maintenant, ceci, c'est un papier qui date de 1993. Et depuis, on est devenu un peu plus sophistiqué et on s'est rendu compte que la façon dont on sélectionnait les individus pouvait avoir une influence. Alors, on a refait des statistiques avec 2 types de sélection d'individus. D'une part, on peut prendre des populations ciblées, c'est-à-dire on va dans des bars gays, on va dans des gay pride, etc., et on sélectionne des homosexuels. Et voilà les différences qu'on trouve. Alors on les trouve donc de façon de nouveau répétitive et 52-17%. Mais si on prend tous les individus au hasard, tous les individus dans un registre et qu'on les compare comme ça, ben on retrouve aussi en général cette différence, mais elle est d'amplitude beaucoup moindre. Donc la sélection, je vous montre ici, donc, bien que la sélection des populations a une importance et on fait de la statistique ex post facto. Ceci étant, la conclusion de l'étude était que 32% de la variance d'orientation serait d'origine génétique. Maintenant, c'est une chose de dire qu'il y a une influence génétique. Quelle est cette influence? Et là, on est essentiellement nulle part. Bon. En 1993, de nouveau, Dean Hammer a montré qu'il y avait dans les populations d'homosexuels une liaison, par des études de liaison génétique, il y avait une liaison avec la zone terminale ici du chromosome X, qu'on a appelé XQ28, qui s'appelle XQ28. Donc il y avait, selon cette étude, voilà l'étude ici,
une liaison avec des gènes qui seraient présents ici. Gènes non identifiés, et toujours non identifiés à l'heure actuelle. On sait ce qui est là-dedans, mais on ne sait pas lequel de ces gènes est lié potentiellement. Ça a été reproduit 3 fois, une n'a pas montré la différence. Si on faisait la statistique totale, on avait une différence. On a maintenant des méthodes génétiques beaucoup plus sophistiquées. Évidemment. On a des tas d'études de liaison génétique complètes avec tout le génome. Et on a pu chercher s'il y avait des variants génétiques qui étaient associés à l'orientation sexuelle. Alors, il y a une série d'études qui ont été réalisées, il y en a 5 ou 6, qui ont tous leurs avantages et leurs défauts. Celle-ci, j'en ai pris une parce qu'on ne peut pas passer dans le détail, on pourrait faire tout l'exposé là-dessus. Il y a de nouveau une liaison avec le chromosome X, le chromosome 23, mais il y a aussi une liaison avec le chromosome 8, qui a été retrouvée dans plusieurs études d'ailleurs. Alors, s'il y a une liaison, il y a une liaison génétique, c'est à peu près certain. Quelle est sa nature? On est à peu près sûr qu'il y a au moins 5 ou 6. C'est très difficile à mettre en évidence parce que chaque gène ne contribue que pour une petite partie de la variance. Et d'un autre côté, c'est aussi un avantage parce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais de sélection d'embryons qui se feront sur cette base-là. Parce que si vous commencez à sélectionner tous les embryons qui ont 1 ou 2 gènes qui sont foireux à ce niveau-là, vous allez sélectionner tous les embryons, vous allez tous les zigouiller. Donc on ne peut pas faire de sélection génétique à partir de ça. Le risque d'eugénisme, il n'est pas là. Alors, dernière chose maintenant, on se rend compte qu'il y a aussi une influence de l'environnement maternel qui est une influence probablement épigénétique. Donc c'est une modification de l'expression de gènes qui se fait par des mécanismes développementaux. Et ça, c'est un phénomène qui a été identifié par 2 chercheurs canadiens. Ça fait maintenant 30 ans, je crois, qu'ils travaillent sur le sujet. Donc Ray Blanchard et Anthony Bogart. Et ils ont donc montré que, alors ici tous les mots comptent, pour chaque frère plus âgé né de la même mère, l'incidence d'homosexualité augmente de 33%, ce qui est un effet extrêmement important. Alors, c'est ici, ça c'est la courbe. Oups, pardon, je suis désolé, je me trompe je fatigue. Ça c'est la courbe donc d'augmentation de pourcentage d'homosexualité en fonction du nombre de frères plus âgés. Alors ces frères doivent être nés de la même mère et doivent être plus âgés. Donc les frères plus jeunes n'ont pas d'influence, les sœurs plus âgées ou plus jeunes n'ont pas d'influence. L'âge de la mère n'a pas d'influence, parce qu'évidemment, une mère qui en est à son 4e fils, elle est plus âgée en moyenne qu'une mère qui en est à son 1er, évidemment. Mais comme ils ont une population de plus ou moins 2000 ou 3000 homosexuels qu'ils ont étudiés, ils peuvent, par régression multiple, par technique mathématique, enlever l'âge de la mère, l'influence de l'âge de la mère et même de l'âge du père. Ces variables n'ont pas d'impact. La seule chose qui a un impact, c'est d'être né dans une mère, dans un utérus qui avait porté des enfants mâles antérieurement. À l'appui de ça, ils ont montré que ces enfants donc, qui étaient nés avec des frères plus âgés étaient plus légers, et ils étaient plus légers s'ils étaient homo que s'ils étaient hétéros. Et il y a une différence plus ou moins de 170 grammes, et il y a une différence dans le poids du cerveau. Ce n'est pas énorme, mais ça pourrait justifier un défaut développemental, un retard développemental. Ceci a été établi et confirmé sur des milliers de cas. Alors, ils ont cherché pendant des années à savoir quel pouvait bien être le mécanisme. Alors, le mécanisme, ça ne pouvait être qu'un mécanisme immunitaire essentiellement. Parce que si c'était un mécanisme développemental, les garçons plus jeunes auraient une influence. Si c'était lié aux familles, quand il y a un divorce et le père épouse une nouvelle femme, elle recommence le compte à 0, donc ça veut dire que c'est la même femme qui doit avoir été là. Ils en sont, par raisonnement, arrivés à identifier 5-6 protéines qui pourraient être responsables de ça, des protéines qui sont codées par le gène Y et qui généreraient des anticorps chez la mère qui handicaperaient le développement du cerveau. Alors on sait évidemment que les naissances multiples de facteurs rhésus différents, de rhésus négatifs, créent des problèmes développementaux. Ça serait quelque chose d'un peu similaire. Ceci étant, donc, ils ont, par le raisonnement, identifié 2 protéines et ils ont
doser dans le sang des mères les anticorps contre ces protéines. Et on s'est rendu compte que pour une de ces protéines qui s'appelle la neuroligine Y, c'est une protéine qui était impliquée dans l'interaction neuronale, donc l'interaction entre les neurones et leurs voisins. Pour une de ces protéines, il y avait de plus en plus d'anticorps, j'y arriverai, il y avait de plus en plus d'anticorps en fonction du nombre d'enfants qui étaient nés et surtout si ces enfants étaient homosexuels. Donc les femmes qui n'avaient pas eu d'enfants avaient ce taux d'anticorps. Les femmes qui avaient eu des enfants, des garçons hétérosexuels, avaient ce taux d'anticorps. Un garçon homosexuel sans frère plus âgé, voilà, et un garçon avec plusieurs autres frères et homosexuels, voilà. Toutes ces différences étant significatives, ce qui suggère donc, sans le prouver évidemment, parce que c'est corrélatif, qu'il y a une réaction immunitaire de la mère contre l'embryon masculin qu'elle porte. Il y a de toute façon une réaction immunitaire de la mère contre l'embryon qu'elle porte et le fœtus qu'elle porte, parce que ce fœtus, il a une structure génétique qui est différente d'elle puisqu'il y a les chromosomes du père, évidemment. Mais quand c'est un mâle, c'est encore plus grave parce qu'il a en plus les protéines qui sont à Y. Donc c'est ça l'idée, et donc l'idée c'est que plus il y a de grossesse successivement, plus il y a augmentation de ces anticorps dans le sang et plus il y a de probabilité que l'individu qui va naître soit homosexuel. Je crois qu'il est temps de passer aux questions sur ceci. Oui. Je n'ai pas compris lorsque vous dites qu'il y a l'un des phénomènes qui s'observe déjà à partir de 8 et l'autre à partir de 100. Alors oui, pardon. La différence 2D, 4D est très faible et avec une variance énorme. Il y a des tas de gens ici, des tas de demoiselles ou de femmes qui ont regardé leurs mains, qui ont dû se dire qu'elles étaient homosexuelles. C'est le cas de ma femme. Bon, c'est le cas de ma femme, avec qui je suis marié heureusement depuis 52 ans, donc il n'y a pas de suspicion. Au niveau individuel, c'est très variable, quoi. Et donc, il faut une population énorme pour que le phénomène apparaisse au niveau statistique. Maintenant, la différence d'émissions auto-acoustiques, elle est beaucoup plus importante. Vous l'avez vu sur les graphiques d'ailleurs. Et donc, avec 8 ou 10 individus, vous avez une différence significative. C'est simplement ça. La variance est beaucoup plus grande. Et la différence de moyenne est beaucoup plus importante. La variance est beaucoup plus grande pour le 2D, 4D. La différence est plus petite, alors que dans l'autre cas, la différence entre les groupes est grande et la variance est faible. Ça va ? Oui, ce n'est jamais significatif statistiquement. Mais si. À 5-6, on peut avoir un test de student significatif. Plus le N est faible, plus on a de risques, évidemment, parce que s'il y a un biais d'échantillonnage, mais le test de Mann-Whitney commence à N égale 5 en non paramétrique. Le test de student, il peut être significatif avec N égale 2, mais ça n'a aucune signification. Mais avec 8, ça peut être significatif. Ici, il en avait 15 ou 20, hein, mais voilà. Non, ça, j'ai fait beaucoup de statistiques dans ma vie. Oui. Moi, j'ai une petite question. Donc, vous avez un peu omis de mentionner ce papier qui est sorti en 2019 dans Nature, où en fait ils font des GWAS Oui. sur le Bank, et donc ils montrent que, en gros, la variance maximale qui explique l'homosexualité, c'est de l'ordre de 5 à 10%. Pour chaque gène individuellement, oui. Chaque gène explique en moyenne, au maximum, je crois même que c'était 3-4%. Chaque gène pris individuellement, mais si on cumule les variants génétiques, on peut arriver à 25-30, alors les estimations peuvent varier. Hein, et si on pense à la même étude, cette étude a une faiblesse énorme, c'est qu'elle se base sur les registres 23andMe ou quelque chose comme ça, les grands registres. Oui, c'est une population énorme, donc ils avaient 100 000 individus ou quelque chose comme ça. C'était énorme. Le problème, c'est que cette population-là était caractérisée uniquement par une question: avez-vous ou n'avez-vous jamais eu de relation homosexuelle? Ça se limitait à ça. Et donc ça ne permet pas de définir une préférence homosexuelle stricte, évidemment. Pardon? Comment est-ce que vous caractérisez cette variable? Cette variable, ça peut être de la préférence homosexuelle stricte, mais ça peut aussi être de la curiosité, de l'exploration. Il y a des tas de raisons pour lesquelles on peut avoir une relation homosexuelle à un moment donné dans sa vie, tout en ayant une préférence hétérosexuelle stricte. Hein. Et donc, juste une deuxième petite question. Donc, il y a aussi une
sans l'ombre d'un doute. Je ne peux pas vous expliquer tout en 1h30, on est déjà en train de déborder. Mais en fait, chez les hommes, l'identité sexuelle, non, la préférence sexuelle va se déterminer probablement relativement tôt, à la puberté maximum. Mais pour des raisons sociales, beaucoup d'individus vont vivre, bien qu'étant homo de préférence sexuelle, vont vivre une vie mariée, etc. Je connais un certain nombre de cas. Si ils changent, si à un moment donné ils disent j'en ai marre de cette vie-là, je suis vraiment homo, je quitte ma femme et je me mets en couple avec un gars, ces gens-là, dans 99,9% des cas, ne feront jamais machine arrière. Alors que chez les femmes, la situation est assez différente, où on peut avoir des épisodes de vie homo et des épisodes de vie hétéro qui alternent pour des raisons diverses. Donc, dépendant du moment où on va faire l'étude, on va se retrouver avec des caractéristiques différentes. C'est pour ça que l'étude de Nature est problématique, parce que c'est avez-vous une fois dans votre vie eu des relations, quoi. Vous voyez ? Mais la variable telle que vous la définissez inclut d'autres variables en fait, qui sont comportementales, sociales. oui. Donc, comment est-ce que vous assurez dans vos études que vous retirez la composante qui n'est pas biologique? On ne la retire pas, on ne la retire pas. On équilibre les populations en fonction de... Non, on la retire d'une certaine façon, on équilibre les populations, de ce que j'ai déjà dit, en fonction de toute une série de caractères socio-biologiques. On essaie de prendre une classe d'âge, mais si vous regardez les études, en général, la classe d'âge, c'est 20 à 45 ou 30 à 50. Ça va être très vaste, parce que si vous voulez avoir le nombre de cas nécessaires à tirer une conclusion, vous êtes obligé d'avoir des limites assez larges. C'est la faiblesse de toutes les études. Mais toutes les études par GWAS montrent des liaisons. Maintenant, elles ne montrent pas toujours les mêmes. Et c'est probablement lié à des problèmes méthodologiques. Mais on pourra analyser ça en détail, les gens qui l'ont fait, mais bon, on va avancer. Mademoiselle. Oui, c'était une question, je pense, un petit peu générale dans la création de votre exposé. Vous avez pu le dire vous-même qu'il y avait certainement des limites aux sources qui étaient utilisées, mais jusqu'où, j'ai envie de dire, vous posez les limites, notamment quand quelqu'un a fait une intervention sur l'étude des mains, des tailles, des doigts, vous avez dit que ça ne rentrait en compte que dans une grande population. Il y a aussi des études qui sont très datées. Moi, il y en a une qui m'a interpellée sur les dessins donc des enfants qui étaient faits, et j'ai été lire l'étude, et on se rend compte que notamment les filles avec des hauts taux de testostérone qui ont fait des dessins masculinisés, elles étaient libites. Je ne sais pas si c'est très probant. Donc je suis un peu curieuse de savoir, dans l'idée de rigueur scientifique, en fait, à quel moment les études pouvaient être proposées ce soir, et voilà, à quel moment en fait, elles sortaient du cadre scientifique. Alors, les études que je rapporte ici ont toutes été publiées dans des journaux avec reviewers, donc avec lecteurs. Donc elles ont été critiquées par des pairs. Il y en a beaucoup qui ont été rejetées. Il y en a beaucoup pour lesquels il y a eu des demandes de modification. Et elles ont été publiées à des moments différents qui datent depuis les années 90, effectivement, jusqu'à maintenant. Ces études continuant, bien que c'est en ralenti, parce qu'aux États-Unis, il n'y a plus un rond pour étudier ce genre de problème-là. En France, ce genre de problème-là est interdit à l'étude, carrément. Et donc, c'est très difficile. Il y a des Canadiens qui travaillent là-dessus, il y a des Mexicains qui travaillent là-dessus, il y a des Japonais, mais bon, c'est très peu de gens dans le monde ont les moyens de faire ce genre d'études. Donc, je vous présente un faisceau de données qui, je l'ai déjà dit d'ailleurs, et je le redis, ont toutes leurs limitations. Mais si on les met toutes ensemble, pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Mais on peut rejeter un par un. Quand j'écris un article de 5 pages, il y a une madame qui s'appelle Odile Philo qui écrit 25 pages sur le web pour démolir pièce à pièce tout ce que j'ai écrit. Donc, on peut jouer à ça. Je n'ai jamais pris la peine de répondre parce que ça n'en vaut probablement pas la peine. Mais il y a un pattern qui apparaît, c'est tout. Mais chaque étude, on est obligé de le reconnaître à ses limitations. Mais certaines sont mieux faites que d'autres, certaines ont été reproduites plusieurs fois. On va avancer parce qu'il y a encore une partie qui va être probablement encore un peu plus conflictuelle. Et c'est la partie sur l'identité de genre. Je ne voulais pas l'inclure et m'arrêter ici, mais Eric m'a demandé de
d'en parler parce que c'est un phénomène qui est beaucoup plus chaud actuellement et beaucoup plus discuté. L'homosexualité, finalement, quand j'ai écrit mon bouquin en 2010, le bouquin a fait beaucoup de bruit sur Internet et ça a dérangé beaucoup de gens, ça en a conforté beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de gens qui m'ont remercié d'avoir écrit ça parce que ça leur permettait d'avancer dans leur vie. L'identité de genre, ça n'a pas été vraiment le cas pour le moment. Il y a beaucoup de discussions et en général, j'essaye de ne pas en parler parce que c'est trop compliqué. Ceci dit, identité de genre, d'abord la nomenclature a énormément changé. Vous allez retrouver dans les DIA des termes différents. On a parlé de transsexualité, donc de transsexualité, puis de transidentité, puis de dysphorie de genre, d'incongruence de genre. Tous ces termes ne sont pas équivalents. Si on est transidentitaire, pour moi, on est transsexuel, puisqu'on a une identité opposée à son sexe. Mais enfin, bon, c'est un détail, c'est de la sémantique. Essentiellement, ça consiste en un inconfort persistant avec le sexe assigné à la naissance. Et ça reste partout. Alors, il y a des similarités avec l'orientation sexuelle, mais on a beaucoup moins de données. Alors, vous allez dire, certains me diront, vous n'aviez déjà pas grand-chose pour l'homosexualité, donc qu'est-ce que vous avez pour la transidentité ? Pas énormément. Pourquoi ? Parce que d'abord, il n'y a pas de modèle animal, donc on ne peut pas demander à un animal de quel genre il pense être. Et donc, on ne sait pas faire d'expérience, donc on est lié à des études corrélatives. Alors, les cas sont rares. Bon, l'homosexualité, c'est 5 à 10% de la population, grosso modo. Historiquement, la transidentité, c'était 1 sur 10 000, 1 sur 30 000. Les statistiques plus récentes parlent plutôt de 1 sur 3 000, 4 000, 5 000. Et il y a même des données qui sont apparues maintenant avec des 1 sur 100 ou des 5 sur 100. Alors, on va y venir dans un instant. Il est très difficile de séparer ce qui est dans le cerveau lié à l'orientation sexuelle et ce qui est lié à l'identité sexuelle, évidemment, puisque les deux sont liés d'une façon ou d'une autre. Et il est aussi difficile de séparer ce qui dans le cerveau est différent lié à la transidentité ou lié aux traitements hormonaux, parce qu'une grande majorité de transgenres subissent des traitements hormonaux de réassignement du sexe, et donc ça complique fort la vie. Alors ceci dit, bon, ma conclusion, c'est qu'on retrouve des traces, mais alors des traces relativement vagues, d'une organisation précoce par des facteurs biologiques. Maintenant, dans ce cas-ci, il y a probablement un rôle beaucoup plus important des interactions sociales, etc. Dans le cas de l'identité, du rôle sexuel de l'homo-hétérosexualité, moi je pense que si on cumule les 20-30% d'effets hormonaux, les 20-30% d'effets génétiques et les 20-30% d'effets des frères plus âgés, on se retrouve avec quelque chose qui a une importance extrêmement grande dans le déterminisme de l'orientation. Ceci étant d'ailleurs, la plupart des homosexuels considèrent qu'ils n'ont pas choisi leur orientation, et les hétérosexuels aussi, parce que c'est la même question pour l'hétérosexualité, en fait. Avez-vous jamais pensé que vous étiez intéressé par les hommes ou par les femmes ? Je suis totalement hétéro. Les gars, ça ne m'a jamais intéressé, alors que quand je suis arrivé à l'adolescence, le cul des filles commençait à m'intéresser. Donc, voilà, on ne se pose pas la question, c'est naturel. Pour l'identité de genre, il y a probablement des rôles important de la société. Bon, alors, donc c'est essentiellement l'identité de genre différente du sexe assigné à la naissance qui crée une distress psychologique, évidemment, ça s'appelle la dysphorie de genre. Alors, techniquement, très souvent, dans la majorité des cas, la sensation d'incongruence, donc de genre inadapté au sexe, démarre très tôt, à 2-3 ans dans la petite enfance. Bon, quand on reprend les témoignages, c'est assez général. Il y a une confirmation à l'adolescence. Il y en a qui abandonnent ce mal-être et qui vivent heureux avec le sexe assigné à la naissance. Il y en a tout de même un certain pourcentage qui est relativement élevé, qui vont continuer à avoir cette dysphorie et cette incongruence et qui vont donc demander des traitements hormonaux pour changer de sexe et éventuellement des traitements chirurgicaux. Alors, la situation est compliquée parce que ici, on n'est pas à 2 possibilités homo-hétéro sur un continuum, mais on est avec 4 possibilités. Alors, les individus assignés filles à la naissance, mais qui se considèrent d'un genre masculin, donc c'est des F2M, female to male, dans certaines des DIA. Donc, il
y a des cas précoces et des cas tardifs. Alors, les cas précoces, bon, c'est avant 10 ans que ça se révèle, souvent même 2-3 ans, je vous l'ai dit. Historiquement, donc, l'incidence était d'1 sur 30 000. Ça, c'était les statistiques de la clinique d'Amsterdam qui s'est intéressée à ça depuis très longtemps. En 2018, il y a des statistiques d'Amsterdam qui viennent de nouveau, qui sont à 1 sur 5 200. Récemment, on n'a pas de choses plus récentes. D'un point de vue orientation sexuelle, ces individus donc précoces sont toujours gynéophiles. Alors pourquoi est-ce que j'emploie gynéphilie ici? Parce qu'on ne peut plus savoir si on ne peut plus utiliser les termes homosexuels ou hétérosexuels, parce que ça dépend du sexe ou du genre. Du sexe, ça dépend si on prend le sexe assigné à la naissance ou le genre comme référence, évidemment. Donc gynéophile, ça veut dire attiré par les femmes. Donc ce sont des individus assignés filles à la naissance, mais qui se pensent garçons et qui sont attirés par les femmes. Alors les tardifs, ça c'est le cas où on a maintenant des statistiques qui apparaissent notamment aux États-Unis de 1 sur 100 ou de 5 sur 100 même. C'est souvent dans des classes scolaires liées. On ne sait pas du tout quelle est l'origine de ça. On peut en discuter après dans les questions. Et leur orientation sexuelle est variable. Alors l'inverse, donc les garçons assignés garçons à la naissance, mais qui se pensent filles, on avait historiquement 1 sur 10 000, 1 sur 3008 maintenant, et puis ils sont toujours androphiles, donc ils sont toujours intéressés par les femmes. Donc ils ont un intérêt sexuel qui est en accord avec leur genre et pas avec leur sexe. Okay, et les adultes, on ne sait pas. On n'a pas de données essentiellement. Alors les arguments suggérant une base biologique, je vous les ai résumés ici. En génétique, il y a une incidence familiale légèrement plus élevée, mais c'est moins clair que dans le cas de l'homosexualité. Donc quand il y a un frère, une sœur ou un jumeau qui est trans, la probabilité qu'il y en ait un autre dans la famille est plus grande. Il y a une association avec des variants de certains marqueurs génétiques qui sont liés à la reproduction. Donc c'est l'aromatase, cette enzyme qui se transforme en testostérone, estradiol, le récepteur des androgènes, le récepteur des œstrogènes bêta. Et alors il y a des modifications d'incidence dans toutes les maladies que j'ai discutées jusqu'ici. Maintenant, la modification d'incidence, ça veut dire passer de 1 sur 10 000 classiquement à 1 sur 9 500. Donc ça fait des petites modifications, ce n'est pas des trucs énormes. Alors il y a des structures dans le cerveau qui sont différentes, effectivement. Le noyau BNST, le bêta-nucléus de la stria terminalis est différent. Il y a des neurones de l'hypothalamus, les neurones de neurokinine, des volumes mesurés en RMN et des différences de fonctionnement. Je vous montre encore quelques dias illustrant ceci. On a encore 10 minutes. Donc, première dia, en étude post-mortem, donc, on a de nouveau ce noyau de la strie terminale dont je vous ai parlé, qui est plus grand donc, chez les hommes que chez les femmes. C'était des études qui ont été réalisées à Amsterdam, ça, qui ont valu à leur auteur beaucoup de colibés d'ailleurs. Il y avait des hommes homosexuels dans l'étude qui étaient tout à fait comme les hommes, mais il y avait quelques trans, hommes vers femmes, donc c'est des assignés à la naissance hommes, mais qui se pensaient femmes, et vous voyez que ce noyau était moins volumineux et plutôt similaire à ce qui se passe chez une femme. Il y a une autre étude d'Amsterdam. En fait, toutes les études qu'on a sur les cerveaux post-mortem viennent d'Amsterdam parce qu'ils ont une énorme banque de données où ils récoltent les cerveaux humains avec toute une série de différences. Donc il y a dans l'hypothalamus maintenant tubéral, donc c'est l'arrière de l'hypothalamus, à l'endroit où s'attache l'hypophyse, il y a une population de neurones qui expriment donc la neurokinine B, qui est un neuropeptide impliqué dans la reproduction, etc. Mais on se rend compte que le volume occupé par ces cellules, quand on les colore avec un marqueur spécifique, est plus élevé chez les femmes que chez les hommes, mais les hommes trans, je ne sais pas comment il faut les appeler maintenant, parce qu'on a changé la nomenclature, les male to female, donc assignés femmes à la naissance, qui se pensent, assignés hommes à la naissance qui se pensent femmes, ont un volume égal à celui des femmes. Et ça, c'est fait sur une quinzaine d'individus, donc c'est pas énorme, mais des cerveaux de trans qui sont disponibles, ça court pas les rues. Alors on a fait maintenant aussi beaucoup d'études en résonance magnétique nucléaire. Évidemment, il y a des études de volume qui ont été réalisées. Et alors on a fait des méta-analyses, etc. Alors selon la façon dont on fait les méta-analyses, selon la façon dont on sélectionne les données, on obtient des résultats qui sont légèrement différents. Mais ceci étant, donc, on retrouve
des différences dans les volumes des surfaces subcorticales. On retrouve des différences observées qui dépendent de l'identité de genre, mais ça varie d'une région à l'autre. Les personnes transgenres ont un cerveau unique plutôt que d'être simplement masculinisé ou féminisé. Donc ce n'est pas un cerveau dimorphique de nouveau qui change d'un sexe à l'autre, c'est un cerveau qui contient des caractéristiques qui sont des caractéristiques du genre désiré et pas du sexe de départ, quoi. Alors ça pourrait refléter une différenciation atypique du cerveau. Maintenant, il y a le rôle de la puberté, des hormones qui ont été données, etc. Donc tout ça est très, très difficile à séparer. Selon les études, on a les données, on ne les a pas. Je ne vais pas m'attarder. Ceci dit, il y a une chercheuse qui travaille à l'Université de Liège, mais qui a travaillé avec l'Université d'Amsterdam abondamment, et qui est allée étudier là-bas des adolescents qui souffraient d'incongruence, donc qui souffraient de mal-être vis-à-vis de leur orientation sexuelle. Alors, il n'est pas sûr que ces adolescents vont devenir trans, mais il y a une probabilité qu'ils le soient. Et l'avantage de les étudier en préadolescents, c'est que, d'une part, il n'y a pas les hormones, il n'y a pas l'effet des hormones, et d'autre part, il n'y a pas les effets de l'expérience sexuelle, parce que l'expérience sexuelle elle-même peut modifier la structure du cerveau. Et elle a pu montrer donc, que chez ces personnes, chez ces préadolescents, donc ces enfants, il y avait en fait des cerveaux intermédiaires chez les male to female et les female to male par rapport aux mâles et aux femelles, donc aux hommes et aux femmes. Donc les deux types de trans étaient intermédiaires pour beaucoup de mesures de volume dans le cerveau. Ce que ça veut dire, on peut interpréter. Alors, on a aussi fait de la résonance magnétique fonctionnelle, qui est une autre technique hyper intéressante, parce qu'elle peut vous montrer quelles sont les zones du cerveau qui sont actives quand on fait une tâche donnée, en mesurant simplement la désoxygénation du sang, mais je n'expliquerai pas la technique en détail. Et on sait qu'il y a entre les hommes et les femmes une différence relativement importante dans la façon dont on réagit à certains composés qui sont alors supposés être des phéromones, mais alors ça c'est quelque chose qui est très disputé. Mais en tout cas, ce composé qui est l'ordostatriénone, c'est un composé proche de la testostérone qui est présent dans la sueur chez l'homme et très peu chez la femme. Et ça active l'hypothalamus des femmes et pas l'hypothalamus des hommes. Donc c'est quelque chose qui est en résonance magnétique nucléaire, c'est quelque chose qui est relativement bien différent. Et chez les adolescents dysphoriques, donc les adolescents qui avaient un mal-être avec leur sexe assigné à la naissance, ben, les garçons et les filles donc, répondaient en fonction de leur genre et pas en fonction de leur sexe. Donc ça suggère que fonctionnellement, leur cerveau était vraiment un cerveau trans qui était lié au genre qu'ils pensaient avoir, dont ils avaient l'expérience intime, alors que ça n'était pas lié à leur sexe. Alors une dernière étude en résonance magnétique qui a été une différence entre hommes et femmes, garçons et filles, assez importante, c'est la différence dans la capacité à faire de la rotation mentale. Alors ce n'est pas que les femmes soient incapables, mais elles le font avec un pourcentage d'erreur un peu plus grand et avec un temps de réaction un peu plus long. Donc la tâche ici consiste à demander si ces deux images sont identiques, et ces deux images sont identiques. Voilà. Ces deux-là sont identiques mais tournées, ces deux-là sont des images miroirs. Et on voit que les hommes et les femmes font cette tâche, ils arrivent à faire cette tâche avec une légère différence de performance à l'avantage des garçons, mais que surtout, ils utilisent des zones du cerveau qui sont différentes. Et on a montré que les adolescents dysphoriques, donc ça a de nouveau été fait avec des adolescents, avaient des traits de cerveau qui sont plus ou moins ceux de leur genre et pas de leur sexe, ce qui suggère donc une différenciation légèrement motivée. Alors, modifiée, pardon. Alors, on en finit, que c'est long. Bon, qu'est-ce que je veux vous démontrer avec tout ceci? Bon, je voudrais bien vous convaincre d'une part que ce n'est pas la biologie ou l'environnement, mais que c'est la biologie et l'environnement. Les deux ont un rôle. Le rôle de l'un ou de l'autre, l'importance de l'un ou de l'autre peut être discutable. Ceci étant, si on a une petite différence à la naissance qui est liée à de la biologie, il faut bien se rendre compte que les individus avec cette petite différence vont vivre dans un monde différent. L'information qu'on relève dans le monde dépend de ce qu'on est et de ce à quoi on prête attention. Et donc une petite différence va s'amplifier avec la vie sociale, l'éducation, etc.
Le deuxième message important, c'est que l'amplitude des différences est quantitative, elle n'est pas qualitative, et donc on ne peut surtout pas justifier une discrimination des sexes en fonction de ces différences. Bon, je vous ai montré ici, enfin je ne vais pas montrer les données de base, mais il y a plein de données montrant que les hommes sont en moyenne un peu meilleurs que les femmes aux tâches de rotation mentale. Ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas être astronaute et vivre dans un milieu où on doit faire constamment des rotations mentales, etc. Il y a des femmes qui sont meilleures que les hommes. C'est des distributions avec recouvrement. Donc la discrimination ne se justifie pas. Maintenant, certaines différences à la moyenne, et donc pour certains individus, ont une origine partiellement biologique et sont donc potentiellement incompressibles. Donc je pense que si on veut traiter des différences hommes-femmes et avoir des comportements et des sociétés qui sont égalitaires et qui ne discriminent pas les femmes, il faut reconnaître ces différences et en tenir compte, plutôt que de les nier, de s'enfuir la tête dans le sable et de les nier, parce que ça ne va pas régler les problèmes. Donc on peut avoir des différences, on ne doit pas avoir une identité de parcours, mais avoir les mêmes compétences et les mêmes avantages dans la vie. Et enfin, les différences d'orientation sexuelle sont pour moi largement d'origine biologique, je vous l'ai déjà dit, ce qui veut dire que les programmes de conversion sont totalement inefficaces, on le sait d'ailleurs, tout ce que ça amène les gens, c'est à la dépression, et que les parents ne sont aussi en rien responsables de l'orientation sexuelle de leurs enfants. On n'a jamais pu montrer le moindre effet d'un facteur environnemental sur l'orientation sexuelle. Et enfin, je conclurai en citant Theodosius Dobzhansky, qui a dit « Nothing in biology makes sense except in the light of evolution ». Donc rien en biologie n'a de sens si ce n'est aux yeux de l'évolution. J'avais commencé par ça, je finirai par ça. En effet, pour un biologiste que je suis, il est très difficile d'imaginer que des caractéristiques aussi fondamentales que l'orientation sexuelle et l'identité de genre aient pu être laissées par l'évolution à des contrôles qui sont des contrôles éminemment labiles, comme des contrôles par la société, par les interactions sociales, etc., plutôt que par des contrôles biologiques qui sont de nature bien plus reproductible. Voilà. Et merci pour votre attention. Si vous voulez en avoir plus, cette conférence est sur YouTube sous différentes versions. J'ai un site web aussi et il y a des bouquins qui sont là. Merci beaucoup et voilà. Monsieur Muraille. Juste une question d'un point de vue évolutif. Comment est-ce qu'on explique la sélection de l'homosexualité en fait? On ne l'explique pas pleinement, mais on a toute une série d'hypothèses. Alors, prenons-les. Il y en a trois principales. Bon, ça pourrait être d'abord un facteur qui soit présent, mais qui est un facteur associé, inconnu à l'heure actuelle, qui serait favorisant, qui favoriserait la sélection. On fait l'analogie avec l'anémie falciforme, qui est une maladie qui est débilitante pour les gens, mais qui en zone de malaria devient un avantage. Ça, c'est une des explications. Après, il y a des explications basées sur la kin selection, où les homosexuels, les personnes homosexuelles, investiraient plus dans l'éducation de leurs neveux, nièces, cousins, etc., que les personnes hétérosexuelles. Ce qui pourrait avoir eu une influence dans les sociétés primitives où la survie des petits-enfants était potentiellement difficile, évidemment. Et en fait, on a des données montrant que dans un certain nombre de civilisations, ça ne marche pas aux États-Unis, mais dans les civilisations où les ressources sont plus limitées, on a un certain nombre de données montrant que les homosexuels, en fait, investissent plus en cadeaux et en temps vis-à-vis de leur apparenté. Et donc, comme ça pourrait maintenir la sélection. Et enfin, la troisième explication, c'est que l'homosexualité masculine, alors ça ne vaut que pour l'homosexualité masculine, l'homosexualité masculine serait associée, donc, et de toute évidence associée à une attirance exagérée pour les garçons. Et si les gènes qui contrôlent ça sont présents aussi chez les femmes, ça créerait une attirance exagérée pour les femmes, pour les garçons, pardon, ce qui induirait une fertilité plus grande, parce qu'il y aurait plus de comportements sexuels, etc. Et on a pu montrer
que les femmes apparentées à des hommes homosexuels avaient effectivement, statistiquement, plus d'enfants que les femmes non apparentées à des homosexuels. Alors c'est du 2,6 versus 2,3 ou 2,2, mais sur la population, c'est significatif. C'est les interprétations évolutives du système, elles valent ce qu'elles valent. On est déjà spéculatif au niveau causal, au niveau évolutif, on l'est encore plus. Mais c'est une discussion intéressante. Il n'y a pas de réaction violente? Moi, ma question, c'est... ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Non? À quoi ça sert? Toute la partie sur l'étude de pouvoir essayer d'expliquer l'homosexualité, c'est de la biologie fondamentale. In fine, À quoi ça sert? qu'est-ce que ça apporte? Alors, qu'est-ce que ça apporte? Je vous dirais en premier qu'une grande partie des scientifiques qui ont fait ces études sont eux-mêmes homosexuels. Donc ça les tracasse, ça les questionne, eux, de comprendre pourquoi ils sont homosexuels. Moi, ça m'intéresse aussi et ça m'interpelle parce que je suis hétérosexuel et je me demande pourquoi. Pourquoi ne suis-je pas homosexuel? Donc essayer de comprendre les origines de son comportement à un niveau qui est tout de même relativement sophistiqué, c'est important et c'est une question de l'humanité. Comprendre, c'est une question de l'humanité. C'est la première réponse. On a toujours voulu comprendre, on a voulu savoir si la Terre était ronde, on veut savoir quelle est la taille de la galaxie, etc. C'est un trait de comportement humain spécifiquement. D'autre part, je pense que si l'homosexualité est largement biologique, comme j'essaye de vous le démontrer, les individus concernés ne sont en rien responsables de leur orientation. Donc ce n'est pas un choix. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison de les ostraciser dans une société et de les persécuter. Ils ne sont pas responsables et ils ne font de tort à personne tant que les comportements se produisent entre adultes consentants. Ça, c'est une deuxième raison. Et on sait, de facto, pour des raisons qui sont mal expliquées, qui n'ont d'ailleurs pas de base logique, que les sociétés qui considèrent que l'homosexualité est biologique sont plus tolérantes que les sociétés qui pensent que c'est quelque chose d'acquis ou quelque chose de choisi encore plus. Les persécutions sont beaucoup plus grandes quand on pense que c'est choisi que quand on pense que c'est biologique. Et enfin, il y a une troisième raison pratique, pragmatique, c'est que la psychanalyse depuis le début du XXe siècle et toujours maintenant, culpabiliser les parents pour avoir donné une éducation inappropriée à leurs enfants et les avoir rendus homosexuels. On sait qu'il n'y a aucun aspect du comportement des parents qui est lié qui induise une augmentation d'orientation homosexuelle. Et donc je pense que ces raisons pratiques justifient, c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin, pour être précis. Après, il y a des gens qui m'ont... J'ai eu beaucoup de témoignages par email de gens qui me disaient que ça les avait vraiment soulagés. J'ai eu aussi des gens qui m'ont insulté, qui m'ont traité de fasciste, etc. Mais ça ne me tracasse pas parce que l'aspect positif, pour moi, dépasse l'aspect négatif de la chose. Voilà. C'est les réponses que je peux apporter à votre question. Autre chose. Tout le monde a faim. C'est compréhensible. On abandonne là? Désolé pour les